Bonjour à tous, je suis Elisabeth Ashworth, avocate associée au sein du cabinet Francis Lefebvre, en charge de la doctrine fiscale et je vais aujourd'hui modérer cette conférence organisée sur le Brexit. Euh, alors plus de 4 ans après le séisme politique qui a été créé par le vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, nous y sommes. Les amarres du Royaume-Uni ont été larguées et depuis le 1er janvier 2021, le droit de l'Union européenne ne s'applique plus à cet État. Alors ça s'est fait dans la douleur, après de longues et très douloureuses négociations. La perte d'un Premier ministre britannique en est le fait sans doute le plus marquant. Ces négociations ont dû traiter des conditions de la sortie, qui est effective, comme vous le savez, depuis le 31 janvier 2020, mais qui a néanmoins vu le droit de l'Union européenne continuer de s'appliquer dans l'attente que soit fixé un cadre juridique pour l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc aujourd'hui, le droit de l'Union européenne ne s'applique plus, sauf quelques exceptions temporelles et un sort particulier pour l'Irlande du Nord. Et pourtant, depuis le 1er janvier 2021, finalement, le Brexit ne fait pas tant de bruit que cela, sans doute écrasé par la crise sanitaire. Donc était-ce un Big Bang annoncé, mais qui finalement n'est pas aussi spectaculaire qu'on pouvait l'envisager? Étions-nous bien préparés? Les pouvoirs publics ont-ils bien encadré le passage à ce monde d'après? Les 2500 pages que constituent les deux traités, celui de sortie d'abord et celui organisant le commerce et la coopération, évitent-elles les difficultés dans cette nouvelle vie? Est-ce que des questions restent en suspens? Le cadre est-il pérenne? Et nous assure-t-il une certaine stabilité? Et enfin, que peut faire le Royaume-Uni aujourd'hui pour justifier de cette sortie et l'intérêt de cette nouvelle liberté? Euh, la conférence que nous organisons aujourd'hui va tenter de vous brosser un état d'ensemble de la situation sur la quasi-totalité des champs économiques et juridiques impactés. Nous avons aujourd'hui 14 intervenants qui vont évoquer les principaux points d'attention sur la situation actuelle et les perspectives d'évolution dans le domaine financier, dans le domaine juridique, sur les aspects fiscaux et douaniers, sur les questions relatives à la concurrence, aux aides d'État, à l'accès au marché intérieur, aux sciences de la vie, à la santé et à la protection des données personnelles et de la propriété intellectuelle. Nous espérons ainsi vous permettre de faire vous-même un point de la situation et des perspectives d'avenir. Alors nous avons bien conscience, en faisant le choix de cette organisation pluridisciplinaire avec des séquences, vous le verrez, assez courtes, d'organiser en quelque sorte votre frustration. Nous avons néanmoins fait ce choix, encore une fois, pour nous donner à tous la possibilité d'avoir une vision ensemble de cette situation. Et bien entendu, nos équipes qui restent, comme vous le constaterez, très mobilisées sur ce sujet, sont à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions plus techniques sur les différents aspects de cette réforme. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par les aspects financiers liés au Brexit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et Jérôme va vous exposer les principaux enjeux en ce qui concerne les services financiers. Le passeport dont je me souviens de quelques jours après le référendum, c'était le sujet qui vous paraissait évidemment le plus essentiel et le plus structurant dans la perspective du Brexit. Essentiel, oui, parce qu'aujourd'hui, si on parle du droit financier en voyant ces trois volets, qui peuvent être les services d'investissement, les services bancaires et l'assurance, le fait que l'Angleterre devienne un pays tiers signifie qu'elle n'a plus accès au marché français, comme elle pouvait l'avoir auparavant, au titre des différents passeports visés par les directives qui organisent et qui structurent ces domaines du droit. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire en pratique que quand on est un pays de l'espace économique européen, les banques, les assureurs, les sociétés de gestion qui exercent au sein d'un pays, l'Allemagne, peuvent intervenir en France de deux manières, en libre prestation de services, c'est-à-dire cross-border,
ou en établissant des succursales. À partir du moment où le Royaume-Uni devient un pays hors de l'Union européenne, que l'on appelle un pays tiers, cet accès-là au marché français est fermé. Alors quand je dis que cet accès-là est fermé, cela signifie qu'un établissement anglais ne peut pas, en principe, venir en France pour fournir des services d'investissement ou des services bancaires à des personnes françaises. Alors ce principe-là est très important puisque cela veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs anglais qui établissaient en France des succursales ont dû nécessairement évoluer puisque le non-respect de ces règles est sanctionné pénalement. Alors maintenant, je vous ai dit, oui, c'est un principe, on a quelques exceptions. Alors, une exception qui est peut-être la plus importante et qui est beaucoup discutée, c'est celle qui permet à des acteurs réglementés français, des banques, d'aller conclure des contrats financiers, par exemple, ou d'aller chercher des services auprès d'un acteur anglais. Un autre corollaire qui s'appelle la reverse solicitation, c'est le fait que toi, demain, tu as envie d'utiliser une banque anglaise pour diverses raisons, tu peux tout à fait l'appeler pour qu'elle te fournisse ses services. Ce qui est interdit, c'est le fait que l'acteur anglais vienne te solliciter. L'exception étant pour certains contrats financiers. Donc ça, c'est pour, je dirais, le grand futur, ou le futur maintenant, au sens où l'acteur ne peut plus venir. Maintenant, tu as peut-être déjà une banque anglaise, ou certains d'entre vous ont peut-être des comptes titres en Angleterre, et là-dessus, l'analyse est de considérer que dès lors qu'il y a une continuité du contrat, que le contrat n'a pas évolué, alors il n'est pas nécessaire pour l'Angleterre, pour l'acteur anglais, de disposer du passeport. En d'autres termes, j'ai un contrat avec une banque anglaise qui me fournit des services de paiement. Je peux continuer à la conserver, elle peut continuer à me fournir les 10 services. Ce qui va être interdit, par contre, c'est qu'elle m'en propose de nouveau. Alors, ça, c'est quand l'entité est restée en Angleterre, que l'on a pu voir au moment de la transition vers le Brexit, c'était soit l'installation d'entités anglaises en France, en Irlande, au Luxembourg, qui ont établi dans ces pays de l'espace économique européen des filiales, de sorte qu'elles ont pu continuer à fournir des services en France. Si je reprends les 3 points que j'ai mentionnés, le premier, c'est que la fin du passeport interdit à un acteur anglais, sauf exception limitée, d'intervenir sur le marché français. Le second point, c'est que cet acteur anglais a la possibilité, dans des cas très limités, de fournir certains services, en particulier quand la demande vient de la France. Et le troisième point, c'est que pour les acteurs anglais qui ont déjà noué des relations, pour certaines d'entre elles, puisque par exemple pour la gestion d'actifs, nous n'avons pas cette analyse-là, en France, à tout le moins, le service peut continuer à être fourni. Donc ça, c'est un cadre qui, normalement, vous devez peut-être tous connaître, tous avoir en tête. Pour moi, le point le plus intéressant aujourd'hui, celui qui est le plus délicat, c'est l'interaction franco-anglaise avec un pays tiers. Alors pourquoi? Parce que toutes nos directives en matière financière prévoient ce type d'interaction, parce que l'on appelle des schémas dits de délégation ou de prestation de services essentiels, externalisés, ou d'autres types de relations où un acteur français va pouvoir déléguer la réalisation d'un service à un acteur anglais. Et les directives ont été construites pour permettre ce type de schéma entre pays de l'espace économique européen et pays tiers, pour autant qu'il existe entre les États des actes de reconnaissance entre autorités de tutelle. Et là, on savait depuis le 1er février 2019 qu'il existait un accord multilatéral, un multilatéral MOU, entre l'AFCA, qui est le principal régulateur anglais qui nous intéresse, et les autres régulateurs. Et ce texte-là n'avait pas été publié. Et donc la grande difficulté qu'on a connue depuis février 2019, c'est quand on est dans ce type de schéma, c'était comment peut-on utiliser
les exceptions prévues par ces directives, les exceptions prévues par les textes, pour pouvoir continuer des schémas de délégation, d'externalisation. Et donc là, très récemment, ce MOU qui était quasiment secret, on appelait les régulateurs pour savoir comment ça fonctionnait, savoir si tel ou tel schéma était possible. Aujourd'hui, ce MOU a été publié, même s'il date du 1er février 2019, et donc on sait que fondamentalement, le schéma qui est organisé est un schéma plutôt classique pays tiers. Par contre, ce que l'on ne sait pas, et c'est ce qui va bientôt arriver, c'est de savoir si d'ici mars, avril, il y aura une possibilité plus importante pour l'Angleterre d'intervenir à travers cet acteur en France, puisque nos directives prévoient l'accès à des pays, pour des pays tiers, ou pour des acteurs de pays tiers, au marché français, avec une reconnaissance au niveau européen. Autrement dit, l'ESMA, un régulateur européen, va reconnaître que l'Angleterre a un régime juridique qui est très proche de celui de l'espace économique européen, et que dès lors, les acteurs anglais peuvent s'établir en France ou dans un autre pays de l'espace économique européen d'une manière plus souple que celle qui s'appliquerait pour une personne qui, elle, n'est pas l'espace économique européen. Donc, le point de dire qui garde les gardiens, c'est comment ce point qui est hautement politique va être négocié. Donc, je reprends. La fin des passeports, c'est l'impossibilité pour l'acteur anglais de venir en France, sauf exception. Nous, la difficulté que l'on voit, c'est comment les interactions existantes vont continuer en application de ce MOU. Et le dernier point, en attendant Bojo, en attendant ce que va faire Boris Johnson, c'est est-ce que les possibilités d'installation de pays tiers, ou d'acteurs de pays tiers plus exactement, en France, vont être négociées par l'Angleterre pour permettre à une banque anglaise d'avoir finalement des bureaux dans l'espace économique européen en France. Donc ce sont vraiment les trois sujets qui aujourd'hui nous occupent en matière financière. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous. Bonne journée. Alors, je comprends que l'accord commercial du 24 décembre 2020 ne couvre pas le droit applicable au marché de capitaux. Ça signifie donc qu'on a aujourd'hui deux régimes distincts qui coexistent. Rosetta Ferrer, tu es associée spécialisée en marché de capitaux dans notre département Banque Finance. Tu vas nous éclairer sur les principales conséquences de cette situation pour les intervenants de marché. Tout à fait, Elisabeth. Bonjour à tous. Alors effectivement, comme tu l'as dit, depuis le 1er janvier 2021, coexistent désormais deux régimes distincts. Donc un régime que l'on connaît déjà, le régime applicable dans l'Union européenne sur les marchés de capitaux, et un régime que l'on commence à connaître, c'est le régime applicable en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni en tout cas, et que l'on connaît. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit pour l'essentiel de pans entiers de la réglementation européenne qui ont été importés dans le droit britannique pour éviter un vide juridique, pour assurer une transition la plus souple possible à la suite de ce Brexit. Donc pour autant, ces deux régimes distincts, donc qui font un nouvel état du droit, il résulte un certain nombre de conséquences pour les émetteurs de dette, les émetteurs français de dette. Cette première conséquence, comme l'a mentionné Jérôme, c'est bien évidemment la perte du passeport. Perte du passeport prospectus et service d'investissement. Donc perte du passeport, pour reprendre schématiquement, globalement, en quoi consiste le passeport, c'était la possibilité, puisqu'il existe toujours, c'est la possibilité pour un émetteur de pouvoir accéder à son marché domestique et au marché de n'importe quel État membre de l'espace économique européen en faisant notifier son prospectus qui a été approuvé dans son État membre. Aujourd'hui, cette possibilité n'existe plus. Ça veut dire qu'un émetteur français, par exemple, qui veut accéder au marché français et au marché britannique, devra faire approuver son prospectus en France et aussi approuvé au Royaume-Uni par la FCA, donc l'équivalent de l'AMF en France. Et l'inverse est vrai pour les émetteurs britanniques qui veulent accéder à n'importe quel marché de l'Union européenne aujourd'hui. Donc cette perte du passeport, c'est un élément très structurant qui avait été anticipé bien évidemment par les acteurs de marché, et on a aussi le corollaire sur les services d'investissement, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui une banque anglaise ne peut plus proposer de services d'investissement de placement ou de prise ferme à un émetteur qui est situé en France, sauf s'il obtient lui-même un agrément en France.
Donc, ça, c'est la première conséquence qui résulte du fait qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni est véritablement considéré comme un pays tiers de l'Union européenne. Autre conséquence qui résulte du fait qu'on ait deux régimes absolument distincts qui évoluent en parallèle pour l'instant. Cette conséquence, cet état a des conséquences sur les offres et les prospectus en cours. Concrètement, ça veut dire quoi? Un prospectus de base d'un émetteur qui a un programme MTN ou pour un émetteur qui a une offre en cours, il va falloir intégrer un certain nombre de modifications dans la documentation. Quelles sont ces modifications? Eh bien, ce sont les modifications qui résultent du fait que le Royaume-Uni aujourd'hui a sa propre législation. On l'a dit, c'est une législation qui est, heureusement, pour l'instant, assez identique à la législation du droit de l'Union européenne. Pour autant, simplement, les références que l'on a actuellement dans la documentation sont simplement erronées. Quand on fait référence au droit applicable en Grande-Bretagne, il ne faut plus faire référence aux directives, aux règlements européens, mais au droit britannique. Donc il faut corriger dans la documentation ces références textuelles. Et il faut, si c'est pertinent, indiquer la législation britannique qui est alors applicable. Donc pour toutes ces dispositions, et qui parlent aux acteurs de marché financier, il s'agit principalement des restrictions de vente, de la réglementation PRIPS, de la réglementation applicable à la gouvernance des produits, et j'en passe. Pour toutes ces dispositions, l'ICMA a d'ores et déjà publié un certain nombre de dispositions qui peuvent être simplement répliquées dans la documentation des prospectus et des offres en cours. Alors, est-ce que ces éléments peuvent être jugés suffisamment significatifs pour nécessiter un supplément à ces prospectus? C'est la question. Il faut faire l'analyse au cas par cas parce qu'il faut que ce soit assez significatif, assez structurant. Pour l'instant, c'est quand même jugé comme étant des modifications d'ordre technique. Donc, sauf exception ou cas particulier, a priori, ça ne devrait pas nécessiter à eux seuls un supplément. Mais il faut vraiment mener l'analyse au cas par cas et bien évidemment, sauf demande contraire du régulateur. Il y a d'autres modifications également qui vont devoir être intégrées, notamment en matière de facteurs de risque. Dans la documentation des prospectus, on avait intégré un facteur de risque relatif au Brexit. Aujourd'hui, le Brexit a eu lieu. Donc, ce n'est plus un élément prospectif. Tout ce qu'on a pu décrire dans le prospectus, il faut déterminer est-ce que les conséquences qu'on avait envisagées se sont effectivement produites? Est-ce qu'on va mettre en œuvre tout ce qu'on avait imaginé à la suite du Brexit? Est-ce qu'il faut supprimer le facteur de risque, le mettre à jour, au contraire l'amplifier? Voilà, c'est encore quelque chose à analyser au cas par cas. Donc là, on a vu les conséquences sur les prospectus et les offres en cours, et puis un certain nombre d'autres éléments qu'il va falloir garder en tête et qui résultent également du fait qu'aujourd'hui le Royaume-Uni est un État tiers. Il y a de la réglementation, notamment applicable. Alors, on va donner les principaux points, puisqu'il y en a quand même beaucoup. D'abord, en matière d'éligibilité BCE, il y a des critères à respecter pour la dette, pour que la dette puisse être éligible au refinancement auprès de la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, on sait que la dette qui est émise par une entité britannique ou qui est libellée en livres sterling ou qui est cotée sur le marché réglementé au Royaume-Uni peut ou devra faire l'objet de conditions supplémentaires pour être éligible au refinancement BCE. Pareillement, au titre de la directive transparence, le Royaume-Uni, en tant qu'État tiers, ne peut plus être un État membre d'accueil pour pouvoir déposer l'information réglementée. Donc les émetteurs qui ont gardé le Royaume-Uni comme État membre d'accueil devront en changer. Et puis pareil, au titre de la directive BRRD, il va falloir intégrer des clauses de reconnaissance contractuelle des pouvoirs de résolution et de renflouement interne des autorités européennes pour les émetteurs bancaires français qui contractent sous droit anglais. Merci Rosetta. Donc si je comprends bien, la situation n'est pas, la coexistence de ces deux régimes n'est pas totalement insurmontable. Sous conditions qu'on s'y prépare bien, c'est ça? Alors, oui et non. Effectivement, Elisabeth, comme tu l'as dit, c'est surmontable parce qu'aujourd'hui, on connaît cette législation, on voit à peu près ce qu'il en est. Après, c'est surmontable si les régimes évoluent dans le même sens et parallèlement. En revanche, à partir du moment où le droit britannique
va se départir du droit européen, et on sait déjà que le Royaume-Uni a d'ores et déjà annoncé qu'il n'appliquerait pas certaines dispositions qui sont notamment en cours de révision, notamment pour assurer la compétitivité de ses propres marchés financiers. Là, ça va commencer à devenir compliqué. Donc, ça va rajouter de la complexité dans une matière qui n'en est déjà pas dépourvue. Merci beaucoup, Rosetta. On va rester dans les activités financières avec Pauline Larocque, avocate conseil au sein de la même équipe marché de capitaux. Bonjour Pauline. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Peux-tu nous en dire plus sur l'impact du Brexit sur les marchés de dérivés, alors que si je comprends bien, l'accord du 24 décembre sur les relations commerciales ne couvre pas non plus ce domaine. Tout à fait. Donc, effectivement, nous allons voir l'impact du Brexit sur le marché des dérivés et notamment sur les différents acteurs impliqués et sur la documentation. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les produits dérivés, en fait, ce sont des instruments financiers à terme à but spéculatif ou à but de couverture contre un risque. Les grandes catégories dérivées sont les swaps, options et forwards. Et donc, comme on l'a vu un petit peu avec Jérôme et Rosetta, lorsqu'une banque conclut un dérivé, elle fournit une prestation de services d'investissement. Et ces services d'investissement sont encadrés dans l'Union européenne par un protocole, par un monopole, pardon. Autrement dit, en fait, seules les banques de l'Union sont habilitées à conclure des dérivés avec un client européen dans l'Union. Et depuis le 1er janvier, les banques implantées au Royaume-Uni ont perdu leur passeport et n'ont plus cette possibilité de conclure des dérivés avec les personnes qui nous regardent. La seule hypothèse qui reste possible, Jérôme en a parlé, c'est la reverse solicitation. Donc, si la transaction est à l'initiative du client, il faut notamment faire attention avec ce mécanisme parce que déjà mi-janvier, l'ESMA rappelait à l'ordre des banques qui commençaient à contourner la règle en faisant croire que les transactions étaient à l'initiative du client. Et l'ESMA a rappelé que donc la violation du monopole est très sévèrement punie pour les banques, mais que également les investisseurs qui se retrouvent dans ce cas de figure sont privés de la protection des investisseurs qui leur est normalement octroyée par le droit européen. Donc attention à ce reverse solicitation. Un rapide mot sur les dérivés en cours, parce que Jérôme en a aussi un petit peu parlé. Si vous aviez conclu des transactions avant le 1er janvier et qu'elles arrivent à maturité après le 1er janvier, donc des transactions avec des banques au Royaume-Uni, vous pouvez tout à fait les laisser vivre et mourir de leur belle mort, à condition qu'elles ne soient pas affectées par des changements substantiels de type allongement du notionnel, allongement de la maturité ou augmentation du notionnel ou changement d'indice de référence. Donc, voilà, si vous avez un doute, il est bon de rebooker la transaction avec une banque de l'Union. Donc, à cause de cette perte de passeport, depuis 2 ans, les acteurs des dérivés ont fait un énorme travail de repapering qui a consisté en fait à ressortir leurs conventions ISDA et conventions FBF qu'elles avaient mises en place avec des banques au Royaume-Uni et à les dupliquer avec des banques de l'Union. Et donc, voilà, donc ce Brexit a un impact sur les contreparties, mais également sur cette documentation, donc les conventions. Pendant près de 40 ans, on le sait, les dérivés ont été documentés sous ISDA de droit anglais. En France, on a aussi la convention FBF, mais c'est vrai que la grande majorité était sous ISDA de droit anglais. Or, qui dit ISDA de droit anglais dit compétence du juge anglais. Et depuis le 1er janvier, le règlement Bruxelles 1 bis ne s'applique plus aux banques au Royaume-Uni. Et donc, on ne bénéficie plus, en cas de litige, d'une reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Et on ne bénéficie plus de la dispense d'exéquatur. Donc, la dernière chose que l'on veut, c'est de voir son litige se retrouver devant un juge anglais. Et c'est la raison pour laquelle il est fortement conseillé de remplacer ces ISDA de droit anglais par des ISDA de droit français ou par des conventions FBF. Voilà, d'autant plus que maintenant, notre tribunal de commerce de Paris et notre cour d'appel de Paris sont dotés de chambres internationales habilitées à entendre des questions sur ces dérivés avec des juges qui sont formés, qui sont bilingues. Les débats peuvent avoir lieu en anglais, etc. Donc, Alexandre vous parlera plus en détail de l'après Bruxelles 1 bis, mais ce qu'on peut déjà retenir, c'est qu'aucune convention internationale, que ce soit l'AE ou Lugano ou autre, ne vous donnera le même confort que Bruxelles 1 bis.
Alors, qu'en est-il de l'impact des dérivés, du Brexit sur les autres acteurs de dérivés? L'accord conclu donc, le 24 décembre, on l'a vu, ne couvre pas les services financiers. Et donc, on attend ce protocole d'accord avant fin mars, qui prévoira peut-être des équivalences. Mais pour l'instant, seules les chambres de compensation britanniques ont réussi à bénéficier de cette équivalence parce que c'est le seul domaine dans lequel la Commission européenne a identifié un risque systémique. En effet, la plupart des transactions dérivées en euros sont compensées dans ces chambres de compensation. Et donc, la Commission a octroyé 18 mois supplémentaires, donc une équivalence de 18 mois, une équivalence temporaire, jusqu'à juin 2022, pour laisser au marché au continent, le temps de s'adapter et de prendre le relais. D'ailleurs, en France, on a LCH et en Allemagne, on a Eurex Clearing qui sont en train de prendre le relais et de se positionner sur ces créneaux. En attendant, l'ESMA, les instances de l'Union européenne mettent la pression sur le marché pour se débarrasser au plus vite des positions dans ces chambres de compensation britanniques, parce que depuis le 1er janvier, l'Union européenne n'a plus aucune prérogative sur ces chambres. Et en cas de problème dans ces 18 mois de RAB, on ne peut plus rien faire. Par exemple, si une CCP fait faillite, ça serait vraiment la catastrophe. Voilà, donc en parallèle d'ailleurs, la Commission européenne a ouvert la porte à des chambres de compensation américaines qui sont régulées par la SEC et donc en vue d'une équivalence prochaine. Et le but, c'est de répartir un peu le risque sur plusieurs juridictions. Voilà, donc si ces chambres de compensation ont réussi à avoir une équivalence, ça n'est pas le cas des plateformes de trading sur lesquelles on traite des dérivés listés, ce qu'on appelle les Derivatives Trading Obligations, les DTO. Donc les dérivés listés sont des dérivés par opposition aux dérivés OTC qui sont négociés de gré à gré et qui nécessitent la mise en place d'une convention cadre. Donc, la Commission n'a pas identifié de problème systémique sur ces tradings de plateformes britanniques. Et donc, aujourd'hui, un client européen ne peut plus traiter des DTO sur les plateformes britanniques. Et d'ailleurs, la Commission a rétorqué qu'il n'y avait aucune raison, puisque aujourd'hui, on a des plateformes de trading dans l'Union européenne. Donc, certains s'en sont émus, notamment l'ISDA, en disant que, au regard d'EMIR, des DTO traités sur des plateformes de trading britanniques étaient requalifiés au titre d'EMIR de dérivés OTC et que du coup, cela pouvait faire franchir des seuils à certaines contreparties, notamment les Small Financial Counterparties ou NFC-. Mais en cela, l'ESMA s'est voulu rassurant et dans son Q&A du 21 décembre a bien précisé que oui, effectivement, on requalifiait les DTO sur les plateformes britanniques en dérivés OTC, mais qu'on ne prenait en compte que les transactions qui avaient été conclues après le 1er janvier et pas les anciennes transactions. Voilà, donc ça devrait régler une partie du problème. Et donc, concernant les référentiels centraux, donc toutes les déclarations faites au titre d'EMIR et d'SFTR ne peuvent plus non plus être utilisées dans l'Union européenne ne peuvent être déclarées auprès des référentiels centraux britanniques. Et idem pour les agences de notation, les notations qui sont issues d'agences de notation britanniques ne pourront plus être utilisées à des fins réglementaires dans l'Union européenne. Voilà, donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que le Royaume-Uni espère effectivement obtenir des équivalences auprès de l'Union européenne, ce qui implique évidemment qu'elle s'aligne sur la réglementation financière européenne pour avoir accès au marché européen. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Pauline. Alors, on va poursuivre sur des questions d'organisation juridique. J'accueille Alexandre Bordelave, associé Banque Finance. Pauline en a un tout petit peu parlé. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est en matière de clause d'élection de forts et de droit applicable, qui sont évidemment des questions qui doivent être anticipées? Oui, notamment dans les matières financières. Et le constat que l'on fait avec un brin de stupeur, c'est qu'en la matière, Pauline l'a un peu dit, il y a eu un hard Brexit, que l'accord de décembre 2020 n'en traite pas.
Et donc, assez schématiquement, parce que c'est l'antienne du jour, hein, la question est pleine de subtilités techniques, on va aborder 3 problématiques. Alors, celle des clauses d'élection de fort, celle de la circulation des décisions de justice et celle des clauses de choix de la loi applicable aux relations contractuelles. Alors, les clauses d'élection de fort, tout d'abord, schématiquement, ce sont ces clauses par lesquelles les parties vont attribuer compétence à tel ou tel tribunal pour connaître des litiges à naître des contrats qu'elles concluent. Donc j'exclus bien de ce champ les clauses compromissoires. En matière d'arbitrage, le régime est différent. Donc la problématique s'agissant de ces clauses d'élection de fort, aujourd'hui c'est la suivante. Lorsque j'ai une clause qui est conclue entre un ressortissant, personne physique ou morale, du Royaume-Uni et un ressortissant de l'Union européenne, dans quelles conditions une telle clause va être considérée comme valable? Jusqu'au 31 décembre 2020, la réponse était simple, c'était celle du règlement Bruxelles 1 bis, Pauline l'a dit, et le principe posé était celui de la validité de la clause. Alors, avec quelques garde-fous, mais le principe, il faut le retenir, c'est la validité de la clause. Depuis le 1er janvier 2001, le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne et le droit de l'Union européenne n'y est plus applicable. Donc ce n'est plus le règlement Bruxelles 1 bis qui nous apporte cette réponse ô combien précieuse pour la sécurité des relations contractuelles. Donc il faut se tourner vers le droit conventionnel, c'est-à-dire non plus le droit de l'Union européenne, mais le droit qui est issu des conventions internationales. Et la réponse, elle réside dans une convention internationale, la Convention de La Haye de 2005, sur les accords d'élection de fort. Alors cette convention de La Haye, parmi les multiples conventions de La Haye, elle est en vigueur depuis le 1er octobre 2015 entre les États membres de l'Union européenne, le Monténégro, le Mexique et Singapour. Alors tu me diras, Elisabeth, c'est pas le Pérou, mais c'est d'autant plus vrai avec les États membres de l'Union européenne que, compte tenu du régime plus favorable de Bruxelles 1 bis, tout le monde se fichait un peu de cette convention. Il faut dire les choses assez clairement. Elle regagne pourtant en intérêt avec nos amis britanniques parce que ceux-ci, en prévision du Brexit, ont ratifié la Convention de La Haye pour bénéficier du régime qu'elle instaure, à savoir, dans des termes finalement assez proches du règlement Bruxelles 1 bis, la reconnaissance des clauses d'élection de fort qui désignent des tribunaux des États membres contractants, donc par exemple les tribunaux français dans des relations avec un Britannique ou les tribunaux britanniques dans les relations avec un Espagnol, pour dire la chose encore une fois assez simplement. Alors c'est un pas important, évidemment, parce qu'on retrouve un terrain un peu connu malgré tout, mais cette convention n'est pas une panacée, c'est encore moins un équivalent de Bruxelles 1 bis. Pourquoi ? Parce qu'elle a un champ d'application qui est tout de même beaucoup plus restreint, mais uniquement en matière civile et commerciale, et surtout, elle ne traite que des accords exclusifs de fort, c'est-à-dire des accords qui vont désigner exclusivement les tribunaux de tel ou tel État contractant. Or, on sait que dans les contrats internationaux, et c'est particulièrement vrai dans les contrats en matière bancaire ou financière, il y a souvent ce qu'on appelle des accords asymétriques ou non exclusifs, qui vont contraindre une partie à rester en justice devant tel ou tel tribunal, tout en laissant le choix à l'autre partie, souvent la banque, d'aller où elle veut. Et dans tous ces cas, s'agissant de telle clause asymétrique, la Convention de La Haye n'est pas applicable. Donc elle ne résoudra pas les difficultés tenant à la validité d'une clause d'élection de fort dans ces conditions-là. Il faudra donc se retourner vers le droit interne, par exemple, s'agissant de la France, le droit qui est issu du Code de procédure civile. L'autre grande limite de la Convention de La Haye, et donc la transition est toute trouvée vers le deuxième thème que nous souhaitions aborder, c'est qu'elle propose un régime de circulation des décisions de justice qui est beaucoup moins intéressant que ne le faisait le règlement Bruxelles 1 bis. La problématique ici, elle est simple, chacun l'aura compris. Dans quelles conditions une décision de justice qui est rendue par un tribunal du Royaume-Uni peut faire l'objet d'une exécution forcée dans un État membre de l'Union européenne et inversement? À nouveau, jusqu'au 31 décembre 2020, la réponse est simple. Elle est dans le règlement Bruxelles 1 bis. Et le principe du règlement Bruxelles 1 bis, au nom de la confiance mutuelle, de manière efficace, c'est reconnaissance des décisions rendues par les tribunaux d'un État membre et absence d'exéquatur. Depuis le 1er janvier 2001, ces principes n'ont plus cours dans nos relations avec le Royaume-Uni et c'est à nouveau la Convention de La Haye qui trouve à s'appliquer. Et en la matière, la solution proposée est un peu moins ambitieuse que celle du règlement Bruxelles 1 bis, puisqu'il y a certes un principe de reconnaissance et d'exécution, c'est-à-dire que
pour autant que la décision soit rendue sur le fondement d'une clause d'élection de force qui est valable, ainsi que nous venons de le rappeler, une décision rendue par un tribunal du Royaume-Uni peut faire l'objet d'une exécution forcée en France, sans révision au fond. Mais la partie qui souhaite en obtenir l'exécution forcée n'est pas dispensée d'exéquatur, ce qui est quand même le grand avantage que fournit Bruxelles Invis. Donc, nous ne sommes pas en la matière en terre inconnue, mais on est clairement un cran en dessous de Bruxelles Invis. Donc, en matière d'élection de fort et de circulation et décision de justice, clairement, c'est un recul. Le constat est assez différent s'agissant des clauses en matière de choix de la loi applicable aux relations contractuelles. La problématique là, elle est simple également, elle est bien connue. À quelles conditions une clause qui va soumettre les relations contractuelles au droit d'un État membre ou du Royaume-Uni dans un contrat conclu entre des ressortissants de ces pays est-elle valable ? Eh bien, en la matière, ce qu'on peut constater, c'est que le Brexit a eu finalement un effet qui est assez limité. Pourquoi ? Parce que du point de vue des États membres de l'Union européenne, aujourd'hui comme hier, l'instrument qui est applicable, c'est le règlement de Rome, le règlement dit Rome 1 de juin 2008, qui est d'application universelle. C'est-à-dire que lui, il reconnaît, alors sous certaines conditions, avec lesquelles on ne peut pas rentrer, mais il reconnaît comme valable le choix de la loi applicable aux relations contractuelles par les parties, le choix qui est opéré par les parties, même si ce choix se fait au bénéfice du droit d'un État qui n'est pas un État membre. Donc on peut toujours continuer à choisir le droit d'Angleterre et du Pays de Galles, par exemple, ce sera de manière générale considéré comme valable du point de vue des États membres de l'Union européenne. Et nos amis anglais, pour leur part, ont adopté un quasi-copier-coller du règlement romain en prévision du Brexit, ce qui fait que, également du point de vue anglais, si c'est le droit d'un État membre de l'Union européenne, par exemple, qui est choisi, de manière générale, ce choix sera reconnu comme étant valable. Donc, en matière de clause de choix de la loi applicable, c'est un peu much ado about nothing. Le Brexit, ça ne change finalement pas grand-chose. Alors qu'en matière d'élection de fort et de circulation de décision, l'affaire est tout autre. D'accord, alors je reviens peut-être une seconde sur la Convention de La Haye. Je comprends de ton propos que c'est quand même un pis-aller. Est-ce qu'on a des perspectives d'amélioration en la matière ? Oui, il y en a une parce que, en fait, la voie qui a été privilégiée à l'origine par nos amis britanniques, ce n'était pas la ratification de la Convention de La Haye, mais l'adhésion à la Convention de Lugano, qui est une convention de 2007 et dont la vertu est de faire bénéficier les États membres de l'AELE des dispositions du règlement Bruxelles I, qui est l'état du droit précédent Bruxelles I bis, c'est-à-dire reconnaissance des décisions de justice avec une exéquatur simplifiée. Donc le Royaume-Uni était désireux d'adhérer à cette convention. Le problème, c'est que pour adhérer à cette convention, il faut l'accord des États membres, des États contractants, parmi lesquels l'Union européenne. Et que l'Union européenne ne sait pas, on se demande à peine pourquoi, ne s'est pas précipitée pour ouvrir les portes de la convention de Lugano au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, on peut s'étonner que l'accord de décembre 2020 ne disait rien en la matière, parce qu'il eût pu être un instrument juridique intéressant pour forcer ou obtenir cet accord de l'Union européenne. Il n'en est rien. Donc c'est quand même une perspective dont on sait que les Britanniques vont continuer à la travailler. Et puis il y a peut-être une autre piste d'amélioration. Il existe depuis 2019 une convention de La Haye en matière de jugement qui va plus loin que la convention de La Haye de 2005. Elle n'est pas encore entrée en vigueur, mais on sait que le Royaume-Uni s'y intéresse de très très près. Donc il faut guetter des évolutions sur ces deux terrains. Merci beaucoup Alexandre, c'était très clair. J'ai moi-même tout compris. Donc... Merci beaucoup, merci de votre attention. Au revoir. Alors on va parler maintenant des investissements britanniques en France avec Virginie Corbet-Picard, avocate conseil au sein de notre équipe droit des sociétés fusion-acquisition. Virginie va vous présenter l'impact du Brexit sur le contrôle des investissements britanniques en France. En effet, bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Il nous a en effet paru nécessaire de profiter de cette matinée pour présenter une brève synthèse en fait, de l'impact du Brexit sur les investissements qui seraient en provenance du Royaume-Uni et réalisés dans des entreprises françaises.
Rappelons tout d'abord qu'en France, le principe qui est énoncé par l'article L151.1 du Code monétaire et financier est que les relations financières entre la France et l'étranger sont libres. Mais nous savons aussi que ce principe est largement modéré par le fait que depuis de nombreuses années, la France s'est dotée en fait, d'un dispositif de contrôle des investissements étrangers réalisés sur son territoire, et ce pour préserver les intérêts nationaux. Et évidemment, en fait, cette réglementation s'applique aux investissements étrangers qui sont réalisés dans des entreprises dont l'activité est susceptible d'intéresser la défense nationale ou est susceptible de concerner, enfin de mettre en jeu l'ordre public et des activités essentielles à la garantie des intérêts du pays. Donc, à titre d'exemple, ça concerne les activités relatives aux armes, au matériel militaire, mais également d'autres activités telles que les jeux d'argent, ou encore les activités qui portent sur des infrastructures, des biens ou des services qui sont essentiels pour garantir les intérêts du pays. Et c'est le cas, par exemple, de l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en énergie, les services de transport ou la protection de la santé publique. On sait que c'est un enjeu important, particulièrement aujourd'hui. Donc c'est un dispositif de contrôle qui existe depuis longtemps, qui a fortement évolué au fil du temps. Et la dernière grande réforme majeure est celle qui est issue de la loi Pacte en 2019. Donc on a eu en fait la loi Pacte et puis ensuite un décret et un arrêté adopté fin décembre 2019. Et dans le contexte de la crise sanitaire, ce dispositif s'est révélé, a été jugé en tout cas insuffisant. Et donc nous avons encore un décret et 2 autres arrêtés qui ont été adoptés en 2020 et qui ont eu notamment pour objet d'étendre la liste des secteurs stratégiques aux biotechnologies. Et également qui a étendu en fait la notion d'investissement étranger de façon temporaire au franchissement de seuil de 10% des droits de vote dans les sociétés cotées qui interviennent sur ces secteurs stratégiques. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de la France. En Europe, en fait, la réglementation des investissements étrangers sur le territoire européen a émergé de façon beaucoup plus récente, puisque des travaux et des réflexions ont débuté à partir de 2017 à l'initiative de la France précisément et de l'Allemagne et de l'Italie. Toutes ces réflexions et ces travaux ont abouti à un règlement européen de mars 2019 et qui est entré en vigueur très récemment puisqu'il est entré en vigueur en octobre 2020. C'est un règlement qui prévoit un mécanisme de coopération et qui permet aux États membres et à la Commission européenne d'échanger des informations, de partager leurs analyses sur les enjeux ou parfois les risques que peuvent comporter les investissements réalisés sur le territoire européen. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout état de cause, ce règlement laisse quand même la main aux États, puisque la décision d'autoriser ou de ne pas autoriser un investissement sur les territoires nationaux continue d'être du ressort des États membres eux-mêmes. Donc en France, ce qu'il faut retenir, c'est que l'investissement pour être soumis à la réglementation doit répondre à 3 critères. Donc on l'a vu, il y a le critère de l'activité de l'entreprise cible. Donc il faut qu'elle ait une activité stratégique telle que listée dans l'article R151-3 du Code monétaire et financier. La seconde condition tient à l'investisseur, puisqu'il faut qu'il s'agisse en fait d'un investisseur, soit personne physique de nationalité étrangère ou personne physique française mais ayant sa résidence fiscale hors de France, ou encore il doit s'agir d'une entité de droit étranger ou d'une entité française contrôlée par une entité de droit étranger. Et enfin, la troisième condition, et c'est là qu'on rentre dans quelque chose d'important dans le contexte du Brexit, c'est que la troisième condition tient à la nature de l'opération envisagée. Et donc là, en fait, on distingue, la liste est différente selon que l'investissement est en provenance de l'Union européenne, d'un État membre de l'Union européenne, ou de l'espace économique européen, comme la Norvège ou l'Islande, par exemple, ou s'il s'agit d'un État tiers. Donc, pour tous les investissements, quel que soit le pays étranger, dès lors qu'on a acquisition du contrôle d'une entité française ou l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité
exploitées par une entité de droit français. Donc là, le contrôle est susceptible de s'appliquer. Et pour les États autres que les États membres de l'Union européenne ou qui n'ont pas adhéré à l'espace économique européen, là, on a 2 critères complémentaires qui sont le franchissement direct ou indirect d'un seuil de 25%, donc des droits de vote. Donc là, le seuil, on n'est plus dans la notion de contrôle, en fait. Et si la cible est une société cotée, ce seuil est abaissé à 10% des droits de vote. Donc on voit que c'est susceptible de s'appliquer à un plus grand nombre d'investissements. Et donc ce dernier seuil de 10%, il s'applique de manière temporaire jusqu'à fin décembre 2021. Donc c'est vraiment, ça s'inscrit dans le contexte actuel de la crise sanitaire. Donc quelles sont les conséquences du Brexit sur ce contrôle des investissements? Donc on sait que l'accord de commerce conclu fin décembre, de commerce et de coopération conclu fin décembre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni contient des dispositions sur la libéralisation des investissements étrangers, mais qui sont assez complexes à décrypter. Ça comporte le principe, c'est que les parties se sont engagées à ne pas adopter ou maintenir de restrictions quant à la participation des capitaux étrangers. Donc ça, c'est le principe. Mais néanmoins, en fait, ce principe est largement modéré par le fait que l'accord prévoit qu'il y a un traitement national de ces questions d'investissement étranger et prévoit en annexe également un certain nombre de mesures dérogatoires et de réserves, parmi lesquelles, s'agissant de la France, le renvoi aux dispositions du Code monétaire et financier que j'ai exposé précédemment. Donc, dès lors que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et dès lors qu'il n'a pas adhéré à l'espace économique européen, il est concerné directement, enfin les investissements en provenance du Royaume-Uni sont susceptibles d'être soumis au contrôle des investissements étrangers en France dès lors qu'on franchit les seuils de 25% des droits de vote dans une entité française ou de 10% s'il s'agit d'une société cotée. Donc on ne sait pas encore comment la Direction générale du Trésor analysera et à quelle sévérité en fait elle instruira les dossiers en provenance du Royaume-Uni. Mais en tout état de cause, c'est un point important à avoir en tête parce que les sanctions sont importantes. Un investissement qui est réalisé sans avoir respecté la procédure de contrôle est susceptible d'être annulé. Et on a également des sanctions pécuniaires importantes qui sont susceptibles d'être appliquées à l'investisseur, égales à la somme la plus élevée, entre 10%, le double du montant d'investissement, ou 10% du chiffre d'affaires de la société cible, ou 5 millions d'euros. Donc voilà, ce sont quand même des sanctions assez importantes. Alors merci beaucoup Virginie. On n'a pas parlé du coup des investissements français au Royaume-Uni. Peut-être en quelques mots, peux-tu nous dire si l'accord du 24 décembre contient des mesures. Oui, en effet, effectivement, dans l'annexe Servin 2 de l'accord, le Royaume-Uni s'est effectivement aménagé la possibilité d'adopter également en fait, des mesures dérogatoires qui encadrent les investissements réalisés sur son territoire. Donc sur ce point, évidemment, il faudra se rapprocher des conseils locaux. Donc nous travaillons main dans la main sur ces aspects avec nos confrères du réseau CMS au Royaume-Uni. Merci beaucoup Virginie. Merci Elisabeth. Au revoir. Alors, on va passer à des sujets qui relèvent du droit social. On sait qu'il n'y a plus d'application du principe de libre circulation des travailleurs entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Maïté Olivier, tu es conseil au sein du département de droit social et spécialisée sur les questions de mobilité professionnelle. Tu vas donc nous éclairer sur les conséquences du Brexit en ce qui concerne en particulier la législation de la sécurité sociale et puis sur les démarches administratives qui s'imposent désormais pour toutes les mobilités entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Tout à fait, Elisabeth. On l'a bien compris, la mobilité professionnelle, de même que la mobilité en général, est un enjeu majeur pour l'Union européenne. Et la sortie du Royaume-Uni de cette organisation aurait eu, en l'absence d'accord, des conséquences très négatives sur tout ce qui est partage de compétences à travers des détachements, à travers des mises à disposition intra-groupes au sein de sociétés qui sont situées au sein de différents États de l'Union européenne et au Royaume-Uni, mais également pour des situations où un salarié va exercer des responsabilités sur plusieurs États
de l'Union européenne et au Royaume-Uni en cas de pluriactivité. Donc on voit que ça concerne un certain nombre de salariés, quelles que soient leurs compétences, quel que soit leur niveau au sein de l'organisation d'une entreprise. Alors, l'accord du 24 décembre, il a été conclu et il est provisoire puisqu'on attend encore quelques précisions de la part des différents États. On attend également la ratification par le Parlement européen et puis certaines procédures de mise en œuvre ne sont pas encore totalement clarifiées, mais il a pour objectif justement de favoriser et en tout cas d'aménager cette mobilité professionnelle, quand bien même la libre circulation ne serait plus un principe applicable au sein des relations entre le Royaume-Uni et donc les différents États de l'Union européenne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux aspects qui ont été traités par cet accord. D'une part, les situations en cours. Je suis un salarié britannique, je suis en France, en Allemagne. Comment je vais pouvoir conserver ma protection sociale? Qu'est-ce que je vais devoir réaliser comme démarche pour maintenir mon activité de manière régulière dans cet état? Et puis, deuxième aspect, comment on va gérer ces mobilités professionnelles qui sont essentielles à l'économie au sein de l'Union européenne et du Royaume-Uni à l'avenir. Et donc, on a bien deux situations qui doivent être distinguées. La première, c'est celle qui concerne les mobilités professionnelles qui existaient avant le 31 décembre 2020 et qui sont en cours à l'heure actuelle. Et puis la seconde, ce seront les démarches à effectuer et puis ces mobilités qui doivent être conservées au plan de la protection sociale. Alors, s'agissant des situations en cours, ce que les États ont souhaité, c'est sécuriser les salariés et les entreprises. Alors, la mobilité professionnelle, ça s'analyse à travers trois grands principes. Le premier, c'est la question du visa. Le second, la question de l'autorisation de travail sur chacun de ces États. Et puis le troisième, c'est la question de la protection sociale. S'agissant de ces salariés dont la situation est en cours, c'est-à-dire je suis britannique, je viens travailler en France pour 24 mois, j'ai déjà obtenu la reconnaissance de mon maintien à l'affiliation du régime britannique, je vais devoir, en tant que salarié, solliciter un visa. Et j'ai une période de latence jusqu'au 1er juillet 2021 pour obtenir ce visa et justifier donc de mon séjour en France pour travailler. Deuxième point très important, c'est l'absence de demande d'autorisation de travail. On le verra, c'est un point essentiel sur lequel cela va changer, mais là, pour ces salariés dont la situation est en cours, il n'y a pas de demande d'autorisation de travail à effectuer. Et puis au plan de la protection sociale, cette fois-ci, les États ont souhaité sécuriser les salariés en leur maintenant leurs droits acquis et en leur garantissant la possibilité de continuer à être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, celui de leur pays d'origine, pour le temps de leur mission restant à courir, puisqu'on est sur des procédures qui sont temporaires. Le détachement, c'est 24 mois au maximum. La pluriactivité, le certificat A1 qui justifie de l'affiliation auprès d'un seul régime de sécurité sociale a une durée généralement d'application de 24 mois, sauf si la durée est inférieure, en tout cas a été convenue comme étant inférieure entre les parties. Donc on le voit bien, cette volonté de sécuriser la situation de ces salariés qui subissent finalement ce Brexit pendant leur mission. Deuxième point d'attention, c'est la situation de ces salariés qui ont commencé leur mission au 1er janvier 2021 et quel est le traitement qu'il va falloir leur reconnaître au plan de la protection sociale. Alors, trois éléments là encore. Le premier, c'est la question du visa. Tous les ressortissants hors de l'Union européenne sont soumis à cette obligation de solliciter un visa. Les Britanniques qui viendront sur le sol des pays de l'Union européenne devront solliciter ce visa pour pouvoir travailler en France ou en Allemagne ou en Italie. Alors, une exception, si on est sur un séjour de moins de 90 jours. Là, les États ont convenu qu'il n'y aurait pas de demande de visa à effectuer au préalable auprès des autorités donc, du lieu d'exercice de la mission. Deuxième élément important
dans la régularité du travail de ces salariés qui viennent travailler dans un État membre, c'est la question de l'autorisation de travail. Et là aussi, c'est la justification ou la conséquence de cette fin de la libre circulation, c'est cette obligation de solliciter une autorisation de travail, sauf dans des cas comme par exemple en France, les cas de colloques, d'enseignement, d'événements artistiques qui, dans ce cas, exonèrent de l'obligation de solliciter une autorisation de travail. Enfin, et s'agissant de la protection sociale, alors on sent que là, les États sont sensibles à cette question et ils ont essayé de maintenir de manière assez proche le système qui prévoyait cette unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale. Ce qui veut dire que lorsque je suis ressortissant britannique et que je viens travailler de manière temporaire, au maximum 24 mois en France, je vais pouvoir rester au régime de sécurité sociale britannique. Donc là, c'est le maintien, la prolongation de ce qui existait au sein de l'Union européenne avec quelques aménagements qui ont une certaine importance, c'est-à-dire que ce maintien du régime de sécurité sociale ne sera pas applicable pour tout ce qui est allocation familiale et pour tout ce qui est soins de longue durée programmés. Donc je suis ressortissant britannique, je ne peux pas continuer, si je viens travailler en France, à bénéficier de la sécurité sociale britannique pour les soins de longue durée programmés pendant ma période de détachement. Donc on le sent, hein, il y a cette volonté de maintenir la mobilité professionnelle avec quelques aménagements. Ce qui est certain, c'est que ces salariés qui sont entre plusieurs États en situation de transnationale vont pouvoir continuer à bénéficier de la maladie, de la maternité, de la branche vieillesse, de l'assurance chômage, tout en conservant donc leurs droits au sein de l'État dans lequel ils étaient ressortissants et dans lequel ils avaient leur contrat de travail. Donc voilà, une volonté de maintenir cette mobilité professionnelle, quand bien même le principe de libre circulation est désormais terminé. Merci Maïté. Peut-être juste une toute petite question. Quels sont les critères du droit de séjour pour les ressortissants britanniques ? Alors, il y en a plusieurs. Il faut avoir un contrat de travail, disposer peut-être d'une assiette financière suffisante pour pouvoir vivre en France, suivre un enseignement. Et puis, vous avez aussi cette possibilité d'être marié à un ressortissant ou vivre avec un ressortissant qui a un titre de séjour valable. D'accord. Et juste si un titre de séjour a été délivré par la France, le ressortissant britannique a également un droit au séjour dans les autres États membres de l'Union européenne ? Oui, bien sûr. Oui. Merci beaucoup Maïté pour cette séquence Bonne très journée. rapide. Merci. Alors, on va passer à une double séquence fiscalo-douanière. Et j'accueille en premier lieu Annabelle. Bonjour Annabelle Bailleul-Mirabeau, qui est associée de notre département fiscal. Bonjour Elisabeth. Bonjour alors, tu vas nous présenter brièvement les points les plus saillants des conséquences du Brexit, à la fois en matière d'impôt sur les sociétés, mais aussi en matière de fiscalité des particuliers, puisqu'ADA Meidani, qui devait t'accompagner, a malheureusement eu un empêchement de dernière minute. Tout à fait. Donc, je vais commencer par les principales conséquences du Brexit en matière de fiscalité des particuliers. Alors, j'ai choisi 3 points sur lesquels le Brexit a des conséquences. En matière de PEA, tout d'abord, comme la plupart d'entre vous le savez, le PEA, c'est un plan qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu sur les plus-values réalisées, notamment en cas de respect d'une durée de 5 ans après l'acquisition des titres. Et pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, l'une des conditions est qu'il faut que le plan soit investi dans des titres de sociétés qui ont leur siège dans l'UE ou dans l'espace économique européen, ou alors dans des titres d'OPCVM qui ont également leur siège dans l'Union européenne et qui détiennent au moins 75% de titres européens. Donc on voit bien qu'avec la sortie du Royaume-Uni, avec le Brexit, cela aura des conséquences sur les
sur les PEA. En fait, l'exonération ne devrait plus s'appliquer aux PEA contenant des titres britanniques ou aux PEA qui contiennent des titres d'OPCVM qui, du fait du Brexit, ne respecteraient plus le quota de 75% de titres de société de l'Union européenne. En principe, ces PEA devraient même être clôturés du fait du non-respect de cette condition. Et du coup, l'exonération d'impôt sur le revenu devrait être remise en cause pour les gains qui ont été réalisés moins de 5 ans après le premier versement sur le PEA. Alors, pour éviter ces conséquences fâcheuses et laisser un peu de temps aux contribuables pour se retourner, la France a mis en place un système transitoire qui permet aux contribuables de faire des arbitrages et éventuellement de retirer les titres du PEA. D'ici, en fait, le 30 septembre 2001. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une période transitoire jusqu'au 30 septembre 2001 pour pouvoir sortir du PEA les titres de sociétés britanniques ou pour permettre aux OPCVM européens de sortir les titres de sociétés britanniques afin qu'ils puissent continuer à respecter le quota de 75%. Deuxième changement en matière de cession de parts de PME. La France, en fait, a mis en place un régime favorable à la transmission de parts de PME quand elles sont situées en France ou dans un état de l'UE ou de l'EEE, notamment pour les PME de moins de 10 ans ou pour les dirigeants français de PME qui partent à la retraite. Dans les deux cas, le Brexit a un impact. Dans le premier cas, en fait, d'un contribuable français qui cède des titres d'une PME britannique qui est jeune de moins de 10 ans, mais où le contribuable détient les titres depuis plus de 8 ans, il ne pourra plus bénéficier de ce qu'on appelait l'abattement renforcé applicable en matière d'impôt sur le revenu, qui était un abattement de 85% applicable lorsque le contribuable opte pour l'imposition de ses plus-values au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Du fait du Brexit, en fait, le contribuable ne pourra plus bénéficier que d'un abattement de 65%. De la même manière, un dirigeant français d'une PME britannique qui part à la retraite ne pourra plus bénéficier d'un abattement forfaitaire de 500 000 € sur le montant de la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres. Troisième changement en matière de fiscalité des particuliers, celui afférent au régime des parts de carry interest. Là, on parle du cas de salariés et dirigeants résidents de France qui détiennent des parts de carry interest dans des fonds constitués, des fonds d'investissement britanniques. Ces salariés et dirigeants pouvaient, avant le Brexit, bénéficier sous certaines conditions de l'application du régime des plus-values, c'est-à-dire d'une imposition à 30%, un taux forfaitaire de 30%, sur les gains et distributions qu'ils recevaient au titre de leur part de carry interest. Et bien là, du fait du Brexit, ils ne pourront plus bénéficier de ce régime et les gains et distributions perçus au titre de leur part de carry interest seront soumis au même régime que les traitements et salaires, donc barème progressif avec un taux marginal de 45%, et en plus à une contribution sociale salariale spécifique de 30%. Alors ça ne s'applique que pour les parts de carry interest qui seraient émises à compter du 1er janvier 2021, puisque pour toutes les parts qui étaient émises avant le 31 décembre 2020, on a une période, je dirais, transitoire qui permet de continuer à bénéficier du régime. Maintenant, passons aux principales conséquences du Brexit en matière de fiscalité des sociétés. Très rapidement, donc en matière de fiscalité des flux, il n'y a pas de changement pour les intérêts et redevances qui seraient versés entre des sociétés françaises et des sociétés britanniques. C'est-à-dire qu'il y a toujours une exonération de retenue à la source dans l'état de source et puis le même régime d'imposition qui s'applique dans l'état de résidence de la société bénéficiaire. En revanche, il y a des changements dans certaines configurations de détention en ce qui concerne la fiscalité des dividendes. On a notamment un alourdissement côté français de la fiscalité applicable aux dividendes de sources britanniques, donc perçus par des sociétés françaises, de filiales britanniques qu'elles détiennent à 95% ou plus.
Thématiquement, avant le 31 décembre 2020, ces dividendes pouvaient être exonérés à hauteur de 99% de leur montant. Et depuis le 1er janvier, l'exonération est un peu moins importante puisque c'est à hauteur de 95% de leur montant. Autre changement concernant toujours les dividendes entre sociétés françaises et sociétés britanniques, on a un alourdissement potentiel de la fiscalité toujours côté français, applicable aux dividendes de source française lorsque la société française versant à la société britannique est détenue à entre 5 et 10% par la société britannique. Les dividendes jusqu'au 31/12/2020 étaient exonérés de retenue à la source en France. Désormais, sauf à se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux, ils seront soumis à une retenue à la source de 15%. Autre incidence du Brexit pour les sociétés, c'est sur les périmètres des groupes français d'intégration fiscale. Alors, je vais passer assez vite sur ce point, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le régime d'intégration fiscale qui permet de compenser les bénéfices et les pertes de sociétés qui sont détenues de manière très étroite à plus de 95%, il pouvait s'appliquer dans un contexte, il peut s'appliquer dans un contexte européen, et notamment dans le contexte franco-britannique, il pouvait s'appliquer dans l'hypothèse où vous aviez 2 sociétés françaises, sœurs et une mère britannique. On pouvait consolider les bénéfices et pertes des sociétés françaises. De même, si on avait une société française, une société britannique et une société française, on pouvait consolider les résultats entre société française et société française, alors qu'il y avait une britannique intermédiaire. Aujourd'hui, on ne peut plus constituer des groupes d'intégration fiscale dans ces configurations-là, même si des mesures transitoires ont été mises en place pour éviter que les groupes d'intégration fiscale cessent de manière brutale, puisque les cessations de groupes d'intégration fiscale ont des conséquences de déneutralisation en matière d'utilisation des déficits qui peuvent être pénalisantes pour les groupes. Dernier point, et très très rapidement, il faut avoir en tête qu'il y a un accord dont vous parlez Maïté et puis d'autres vous ont certainement parlé, signé le 24 décembre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Cet accord n'évoque pas directement les problématiques de fiscalité directe, c'est-à-dire qu'il ne prévoit pas le maintien des directives qui existaient concernant les fusions, mère-fille, les intérêts, les redevances. En revanche, cet accord fixe un cadre. Notamment, il prévoit que le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne devront se livrer une concurrence loyale, et ce qui implique en matière de fiscalité qu'un certain niveau, un certain standard doivent être maintenus, notamment en matière d'échange d'informations et puis de mesures qui ont été mises en place pour éviter l'érosion des bases fiscales des entreprises, notamment en matière de limitation de la déduction des intérêts. Merci beaucoup, Annabelle. Du coup, on va passer à une séquence plus douanière et TVA, avec un duo de choc constitué par Amélie Rossureau pour la TVA et Denis Redon pour la douane, tous deux associés. Et on va évoquer les changements en matière de douane et TVA pour une entreprise française qui livre des biens dans un cadre B2B, c'est-à-dire entre professionnels. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Donc, on va peut-être très très brièvement rappeler comment fonctionnait le monde d'avant le Brexit, qu'on peut caractériser, je crois, Denis, par un principe de simplicité finalement et de fluidité. Pour le fournisseur français qui livrait ses biens aux clients britanniques, une livraison intracommunautaire exonérée de TVA. Pour le client britannique, une acquisition intracommunautaire qui donnait lieu à autoliquidation. Tout cela étant tracé dans les déclarations d'échange de biens, intrastat en version plus européenne, des deux opérateurs. Et puis, 1er janvier 2021, Brexit, avec quand même, avant que je te passe la parole, Denis, une précision sur le périmètre territorial en matière douanière et TVA. Pourquoi ? Tout simplement parce que, pour des raisons historiques, le périmètre territorial du Brexit en matière de douane et de TVA, finalement, est limité à l'île de la Grande-Bretagne, en ce sens que les échanges avec l'Irlande du Nord restent traités de la même manière que d'autres échanges intracommunautaires, avec toutefois une particularité, c'est que si vous vendez des biens à un client qui est livré
en Irlande du Nord, eh bien, il va vous transmettre un numéro de TVA intracommunautaire qui commencera par un préfixe XI. Nouveau. Voilà donc pour le périmètre. Et Denis, je me permets de te passer la parole. Merci Amélie. Alors comme tu l'as dit, c'est un véritable retour de la frontière dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et en fait, on démarre cette année 21 par un grand retour dans le passé. Alors, on avait, comme tu disais, des déclarations d'échange de biens. On doit désormais avoir des déclarations douanières d'importation et d'exportation, ce qui fait que dans un flux Union européenne-France vers le Royaume-Uni, on aura une déclaration d'exportation en France, une déclaration d'importation UK. Alors, on a mis en place des processus pour essayer d'alléger tout ça, de frontières intelligentes, le recours au transit. Du côté UK, nos amis anglais ont essayé de prévoir des procédures allégées, mais il y a cette contrainte des formalités douanières qui est un nouveau paramètre qu'il faut impérativement prendre en compte. Ensuite, il y a d'autres choses qui vont avec tout ça. Il y a des formalités, il faut peut-être un numéro EORI, on y reviendra. Si on ne fait pas les formalités soi-même, il faut avoir recours à un représentant de douane, donc ça a des coûts supplémentaires. Il faut penser que si on a certaines marchandises spécifiques, il y a des restrictions à la circulation, auquel cas il va falloir vérifier qu'on a des autorisations, des licences pour pouvoir exporter et ou importer. On a le cas des produits soumis à accise qui ne fonctionnent plus dans l'ancien système puisque le Royaume-Uni est sorti, donc on a des nouveaux mécanismes. Donc on a tout un tas de nouveaux paramètres, de nouveaux obstacles qui ne facilitent pas la fluidité. Alors en plus se pose bien entendu la question des droits de douane parce que outre les formalités, avec le retour de la frontière, on a des droits de douane à l'importation. Alors, où trouver ces droits de douane pour les opérateurs? Il y a deux choses. Il y a premièrement ce qu'on appelle UK Global Tariff, qu'on trouve sur le site des douanes anglaises pour avoir les droits de douane à l'entrée au Royaume-Uni. Et on a le tarif douanier commun pour l'Europe, commun aux 27 États membres. Si on n'a pas de droits de douane, je repasserai la parole à Amélie, on retombe en TVA et les autres taxes et on verra. Si on a des droits de douane qui sont applicables à l'importation, alors ce qui est arrivé, c'est cet accord de coopération et de commerce le jour de Noël. On a un accord qui est arrivé, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour les opérateurs? Il faut vérifier si la marchandise a l'origine préférentielle au sens de l'accord. Comment on fait ça? On regarde par rapport au code douanier de chaque marchandise importée, et on regarde la règle d'ouvraison. Si on y a droit, il faut ensuite solliciter le bénéfice du régime sur la déclaration de douane, et ensuite, il faut soit obtenir une attestation d'origine de son fournisseur pour pouvoir importer avec les taux zéro, soit on pourrait le faire sur la base d'éléments d'information qu'aurait l'importateur, et ces éléments d'information, sur la base de sa connaissance, il peut décider lui-même d'avoir recours à ce régime et d'avoir une exonération de droit, mais c'est sous sa responsabilité dans ce cas-là. Et ça, c'est là où les parties ont intérêt à organiser entre elles leurs relations. Alors, en matière de TVA, finalement, dans une première approche, ça paraît assez simple. Avant, vous faisiez une livraison intracommunautaire, votre client faisait une acquisition intracommunautaire. Aujourd'hui, vous faites une exportation, alors qui ne se déclare pas tout à fait sur la même ligne de la déclaration CA3, mais qui demeure exonérée de TVA, et votre client fait une importation. Et en principe, plus de DEB. Alors, pourquoi est-ce que je dis en principe plus de DEB? Parce qu'il faut savoir que le Royaume-Uni a maintenu à l'introduction l'obligation pour ceux qui réalisent des importations, finalement en provenance d'un État membre de l'Union européenne, eh bien de souscrire des DEB, des intrastats, à l'introduction au Royaume-Uni. Donc, côté français, vous faites une exportation, plus de DEB. Par contre, sachez que le client qui importe va de son côté faire une importation et souscrire une déclaration intrastat. Alors, une autre précision, parce que ça nous a paru important de vous le signaler, tout ça, c'est finalement la situation qui se produit lorsque votre client importe au Royaume-Uni. Or, pour tout un tas de raisons, vous pouvez vous-même, en tant qu'entreprise française, être amené à prendre la qualité d'importateur, par exemple, si vous voulez livrer votre client et qu'il n'ait absolument à se préoccuper de rien de son côté. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe, Denis? Il y a trois remarques préalables sur le plan douanier avant que compléter en TVA. Il y a trois remarques préalables. Un, l'opérateur français devra avoir un numéro EORI UK pour pouvoir importer localement.
Deux, il y a la question des droits de douane, on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'il vérifie s'il a des droits de douane et les conséquences qu'il peut en tirer, sachant que cette histoire des droits de douane pourra avoir des répercussions sur le prix à négocier avec les parties, ça il faudra qu'ils le règlent entre eux. Et la troisième chose, c'est que cet opérateur français sera pleinement responsable vis-à-vis des douanes anglaises. Alors, en TVA maintenant, peut-être un point d'attention tout particulier dans cette situation où c'est le fournisseur français qui prend la qualité d'importateur. Pour des raisons liées à la manière dont l'administration fiscale britannique applique les règles de TVA, si vous êtes importateur et si vous êtes propriétaire de la marchandise à la date de l'importation, il faut savoir qu'en fait, c'est vous qui allez devoir payer la TVA à l'importation et vous allez être tenu ensuite de soumettre à la TVA britannique une vente locale pour laquelle donc vous serez tenu d'être immatriculé, non seulement de disposer d'un numéro EORI, comme le signalait Denis, mais également de disposer d'un numéro de TVA britannique. Alors, une petite remarque, sachez que la réglementation britannique permet l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Donc, on peut se retrouver avec une importation TV autoliquidée et ensuite une vente locale sur laquelle l'entreprise française est redevable de la TVA britannique vers son client anglais. Alors, je crois que c'était ce qu'on souhaitait vous dire sur ces sujets. Et du coup, moi, je me sens un peu frustrée parce qu'on n'a rien dit sur les relations en B2C, donc avec des consommateurs finaux. Est-ce que vraiment, en 2 mots, vous pouvez au moins nous alerter sur les principaux points d'attention? Alors, tout à fait, parce qu'en fait, le Royaume-Uni a mis en place de nouvelles règles qui s'appliquent donc également à compter du 1er janvier 2021, qui ressemblent d'ailleurs sur certains points aux règles qui vont entrer en vigueur au sein de l'Union européenne au 1er juillet 2021. Et alors peut-être pour se concentrer sur un flux, on va prendre l'hypothèse de biens qui sont expédiés à destination du Royaume-Uni et qui ont une valeur inférieure à 135 livres, enfin dans des envois d'une valeur inférieure à 135 livres. 135 livres, ça correspond à quoi? Ça correspond à nos 150 € de franchise de droits de douane. Eh bien, dans cette hypothèse, quand vous expédiez, si vous expédiez de telles marchandises à des clients britanniques particuliers, eh bien, c'est vous qui directement êtes redevable de la TVA britannique sur la vente, sauf dans un cas, si vous vendez ces biens par l'intermédiaire d'une plateforme, auquel cas, c'est la plateforme qui devra collecter la TVA britannique. Merci beaucoup à tous les deux pour cette séquence rapide sur un sujet très immédiat. Merci. Alors, on va passer à une séquence sur les aspects de droit de la concurrence avec Vincent Leriol, bonjour Vincent, dans notre équipe concurrence et droit européen. On sait que le droit européen est véritablement un moteur de développement et d'harmonisation pour le droit de la concurrence entre les États membres, que les relations et la coopération avec la Commission européenne et les autorités des différents États a mis du temps à se mettre en place, mais fonctionne bien. Aujourd'hui, avec le Brexit, quelles sont les conséquences pour les entreprises dans ce domaine et quelles règles vont s'appliquer? Merci beaucoup Elisabeth, bonjour à tous. Effectivement, ce droit de la concurrence, on sait, a un puissant facteur d'harmonisation, d'uniformisation en Europe des différents droits nationaux. Il est bouleversé par ce Brexit. Alors on va essayer de voir en distinguant d'une part les pratiques anticoncurrentielles, d'autre part les concentrations, quelles sont ces conséquences directes du Brexit. Mais si on devait les résumer en un mot, ce serait complexité évidemment. Alors sur le premier point, quelles sont les conséquences en matière de pratiques anticoncurrentielles? Le Royaume-Uni est désormais un État tiers. Est-ce que ça signifie pour autant que les entreprises britanniques peuvent s'affranchir du droit européen? La réponse est non, elles doivent continuer à l'appliquer puisque ce qui déclenche l'applicabilité des articles 101 du TFUE sur la prohibition des ententes et 102 sur la prohibition des abus de position dominante, c'est le point de savoir si la pratique en cause a un effet sur le territoire de l'Union européenne. Dès lors, une entreprise britannique quel est son siège ou qu'elle soit installée au Royaume-Uni, si la pratique anticoncurrentielle dont elle est suspectée a un effet sur le territoire des États membres de l'Union européenne, le droit européen reste applicable par la Commission européenne et ces entreprises britanniques doivent évidemment continuer à le respecter. En revanche,
corollaire du Brexit, le Royaume-Uni perd son rôle d'influenceur à l'élaboration des règles, que ce soit à travers la Commission, par un éventuel siège d'un commissaire ou au niveau du Parlement européen. Le Royaume-Uni perd son pouvoir d'influence sur la fixation des règles de concurrence européenne. Alors, si ça n'a pas tellement d'application sur l'applicabilité du droit européen vis-à-vis des entreprises britanniques, l'impact majeur s'agissant de ces pratiques anticoncurrentielles, c'est évidemment s'agissant des enquêtes. Avec le Brexit, la Commission ne pourra plus faire d'enquête de concurrence au Royaume-Uni. Elle ne pourra plus débarquer au petit matin au siège social d'une entreprise pour saisir des documents, des disques durs, des boîtes mail, bref, pour faire son travail de gendarme du droit de la concurrence. Alors, un petit bémol à ça, elle pourra toujours le faire pour les enquêtes qui sont déjà ouvertes, c'est-à-dire celles qui ont été ouvertes avant le 31 décembre, elle pourra continuer à investiguer. Mais elle ne pourra plus faire son rôle de gendarme, de policier qu'elle avait avant. Du coup, les entreprises se retrouvent confrontées à une véritable difficulté, c'est qu'elles auront possiblement 2 enquêtes de concurrence à faire face, l'une de la Commission européenne et l'autre de l'autorité de concurrence britannique. Les impacts pour les entreprises, ils sont assez simples à comprendre. On va avoir un problème en termes de coûts. Mener 2 enquêtes de concurrence, on sait que c'est des enquêtes très lourdes, qui durent longtemps, qui durent plusieurs mois, avec une masse d'informations qui est demandée, qui est très importante, ça va leur ajouter 2 fois plus de travail. On aura aussi des risques éventuels d'appréciation divergente par les autorités saisies, donc Commission d'une part, autorité de concurrence britannique d'autre part, on y reviendra plus tard, et donc on aura un facteur de complexité majeur. Alors, l'accord prévoit néanmoins, dans une certaine mesure, que la Commission européenne et l'autorité de concurrence britannique continueront à essayer de se coordonner, de coopérer pour les enquêtes. Néanmoins, on est au tout début on est au début de l'application de ces règles. On va voir comment ça va se passer. Peut-être, on l'espère, qu'un accord plus complet sera conclu entre la Commission européenne et l'autorité de concurrence britannique, justement pour qu'on ait vraiment des règles de coopération très établies, très strictes, pour mener ces enquêtes, pour éviter ce risque de double enquête de fond. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour voir où nous allons. Alors, je mentionne 2 compétences résiduelles de la Commission qu'elle conserve malgré le retrait britannique. Donc la Commission reste compétente pour les enquêtes qu'elle a formellement ouvertes avant le 31 décembre, je viens d'en parler, et elle reste également compétente pour contrôler les engagements qu'elle avait et l'exécution des décisions qu'elle avait prises avant le 31 décembre à l'encontre des entreprises britanniques sur le fondement des articles 101 et 102 du TFUE. Alors, deuxième grand chapitre de ces conséquences du Brexit en matière de droit de la concurrence, il concerne le droit des concentrations. Là, le contrôle des concentrations de l'Union européenne s'applique indépendamment de la nationalité de l'entreprise ou du pays dans lequel elle est établie. Donc, le contrôle des concentrations européen continuera à s'appliquer aux entreprises britanniques dès lors que les seuils européens des concentrations sont franchis. A l'inverse, les entreprises devront notifier leurs opérations au Royaume-Uni dès lors que les seuils britanniques seront franchis. Et c'est là la principale conséquence du Brexit en matière de contrôle de concentration, c'est que les entreprises vont perdre le principe dit du guichet unique. Avant, quand les seuils européens étaient franchis, vous aviez uniquement à notifier votre opération de concentration devant la Commission européenne. Vous aviez un interlocuteur, une procédure à mener, une décision. Maintenant, ça va être beaucoup plus complexe pour les entreprises, puisque même si les seuils européens sont franchis, vous allez devoir vérifier si éventuellement les seuils britanniques sont franchis, et s'ils le sont, eh bien vous aurez 2 procédures à mener. De la même manière, jusqu'à maintenant, si vous aviez une opération de concentration qui devait être notifiée dans 3 États membres différents, dont le Royaume-Uni, vous pouviez demander à la Commission de se saisir du dossier pour avoir un seul interlocuteur, ce fameux guichet unique. Maintenant, avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce ne sera plus possible, et donc là encore, vous avez un risque de double procédure à devoir mener. Alors, il y a 3 conséquences sur ces doubles procédures. Évidemment, une conséquence en termes de coûts. Mener 2 procédures de front de contrôle des concentrations, ça va générer des coûts supplémentaires pour les entreprises. Vous allez avoir surtout
des conséquences en termes de complexité, très pratiques. Est-ce que vous allez avoir 2 dossiers différents à déposer, avec potentiellement des demandes d'information de la part de la Commission européenne d'une part, de l'autorité de concurrence britannique d'autre part, qui seront diverses. Donc vous allez devoir faire le double du travail. Et puis vous allez également avoir des conséquences en termes de délai, puisqu'on sait que les délais d'examen par la Commission européenne et par l'autorité de concurrence britannique ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, la question des délais est très importante lorsqu'on est en matière de concentration. Et puis, au-delà de ça, je reviens encore sur un risque potentiel d'appréciation divergente d'une même opération de concentration par la Commission européenne d'une part, par l'autorité britannique d'autre part. Je pense ici, par exemple, à l'affaire Eurotunnel France, où on avait vu, alors que le Royaume-Uni était encore avec nous, que l'autorité de concurrence française à l'époque et l'autorité britannique de son côté n'avaient pas du tout eu la même appréciation sur cette opération de concentration. Et donc on a encore un risque de complexité, voire de risque juridique très majeur pour les entreprises. Ça me paraît bien complexe. Vincent, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution de cette situation? Alors, les perspectives d'évolution, c'est sur le fond. On ne revient pas sur 50 ans d'harmonisation du droit de la concurrence entre nos amis britanniques et nous du jour au lendemain. Donc, sur l'appréciation au fond de ces pratiques anticoncurrentielles et de ces concentrations, on n'anticipe pas de changement majeur hors cas particulier type Eurotunnel que je viens de mentionner, mais dans la majorité des cas, les clés d'examen de ces opérations, de ces pratiques anticoncurrentielles resteront les mêmes, au moins dans un premier temps. En revanche, à l'avenir, au fur et à mesure que le Royaume-Uni et l'Union européenne feront leur chemin côte à côte, on ne peut pas exclure que l'appréciation du droit de la concurrence diverge de plus en plus, qui serait catastrophique ou en tout cas difficile pour les entreprises. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup. Toujours sur des questions vraiment de pur droit européen. Eleni Moretou, merci d'être avec nous et on va évoquer un sujet qui a beaucoup animé, qui était au cœur des négociations sur le Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni. C'est le sujet des aides d'État qui est extrêmement structurant. Et puis tu nous diras aussi quelques mots de la question de l'accès au marché intérieur pour certaines activités réglementées, en se sentant peut-être, si j'ai bien compris, sur le marché des transports. Tout à fait. Merci beaucoup Elisabeth. Bonjour à tous. Tout d'abord, comme tu l'as à juste titre soulevé, la question des aides d'État a été au centre des débats houleux entre l'Union européenne et le Royaume-Uni tout au long des négociations sur la conclusion de cet accord. Pourquoi autant de crispations autour de cette question? Pour une raison très simple, les Européens voulaient à tout prix éviter empêcher le Royaume-Uni d'appliquer du dumping aux portes de l'Union européenne. On peut les comprendre tous. Le Royaume-Uni n'est pas n'importe quel pays tiers. Son poids économique, sa proximité géographique, sa forte intégration depuis toutes ces décennies au marché unique en font un partenaire atypique et il pourrait y avoir en effet des distorsions importantes sur le marché européen si le gouvernement britannique pouvait décider de manière unilatérale d'appliquer une politique d'État discrétionnaire et très interventionniste à l'issue de la période de transition. Les Européens craignaient surtout que le Royaume-Uni consente des mesures avantageuses, notamment fiscales, aux entreprises situées sur son sol, comme une incitation pour ne pas délocaliser leur activité pendant la période post-Brexit. Donc, très rapidement, en quoi consiste le droit des aides d'État? Donc, il faut le dire, c'est une particularité européenne, c'est un corps de règles qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il a été conçu et il a été scrupuleusement appliqué pour assurer qu'un État membre n'intervient pas dans l'économie de marché pour favoriser les entreprises situées sur son sol au détriment des entreprises établies dans d'autres États membres, ce qui serait de nature à empêcher la construction d'un véritable marché européen. Donc, en droit de l'Union européenne, un État membre ne peut pas, sans contrôle, accorder des subventions, réserver un traitement fiscal favorable à une entreprise, accorder un prêt à un taux zéro. Il peut le faire dans des conditions très strictes et sous la supervision de la Commission européenne sur la base d'un système centralisé. Donc, qu'est-ce qui a été décidé concrètement dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération? Donc, il faut savoir que
qui a été envisagé initialement, c'était que le Royaume-Uni notamment sous la gouvernance de Theresa May, c'était que le Royaume-Uni mette en place un régime d'aide d'État identique à celui qu'on applique en Europe, dans l'Union européenne, avec l'incorporation quasi automatique en droit britannique de l'intégralité des règles, des procédures et des fonds qu'on applique et qui existent actuellement au niveau de l'Union européenne. Finalement, ce n'est pas cette option qui a été retenue. L'accord ne met pas à la charge du Royaume-Uni l'obligation d'aligner sa législation sur celle de l'Union européenne. Au contraire, selon les termes de l'accord, le Royaume-Uni s'engage à mettre en place un régime de contrôle des subventions selon des principes qui sont définis par l'accord lui-même. Donc, ce régime n'est pas mis en place par l'accord, c'est juste un engagement qui est pris par le Royaume-Uni et on le comprend en lisant les termes de l'accord, que le régime qui sera mis en place par le Royaume-Uni dans le courant de l'année 2021 sera moins contraignant que les régimes qu'on applique nous dans l'Union européenne. Donc très rapidement, c'est quoi le principe qu'on retrouve dans l'accord de commerce et de coopération? Donc premier principe, il y a des catégories d'aides qui sont complètement exclues du champ d'application de ces nouveaux régimes pour lesquels le Royaume-Uni disposera d'une liberté totale. Je vais vous donner deux exemples. Donc tout d'abord, les aides qui sont versées afin de remédier à une urgence économique, donc typiquement les aides Covid, et puis les aides de minimis, qui sont inférieures à un plafond qui est fixé à 400 000 euros. Donc on voit tout de suite la différence avec ce que nous on fait dans l'Union européenne, puisque les aides Covid sont soumises à une autorisation, certes dans des conditions plus souples en Europe, et puis les États membres peuvent verser des aides de minimis, mais qui sont plafonnées, non pas à 400 000 euros, mais à 200 000 euros. Donc tout de suite, on voit en fait que le régime britannique sera plus souple et plus favorable aux entreprises. Deuxième principe, il n'existe aucune obligation de notifier ces aides auprès de l'autorité britannique qui sera en charge de contrôler en fait l'application de ce nouveau régime, aucune obligation de notifier ex ante ces subventions et d'attendre une autorisation avant de pouvoir les verser. Troisième principe, il y a des catégories d'aides qui sont totalement interdites parce qu'on considère qu'elles ont des effets particulièrement nocifs et qu'elles concernent des secteurs qui sont considérés comme étant des secteurs sensibles. Donc, je peux vous donner quelques exemples. Ce sont les aides à l'export, les aides qui concernent les secteurs de l'énergie et de l'environnement, les aides en faveur des entreprises du transport aérien, ou par exemple les aides qui concernent les établissements bancaires. Donc, ces aides sont interdites, sauf à pouvoir démontrer au cas par cas que certaines conditions très strictes sont remplies. Et puis, quatrième principe, comme en droit de l'Union européenne, il faut que l'aide qui est versée respecte les principes de proportionnalité. Il faut démontrer que les effets défavorables, les effets pro-concurrentiels, sont contrebalancés par des effets en fait pro-concurrentiels. Et puis, cinquième et dernier principe, les Royaumes-Unis, les autorités britanniques s'engagent à respecter un principe de transparence et de publicité, donc de créer un site internet d'envergure nationale et de tenir un registre avec toutes les aides qui sont versées, leur nature, les montants, les noms du bénéficiaire. Donc, quid en cas de non-respect de ces obligations? Donc, si finalement, soit le Royaume-Uni, soit l'Union européenne estiment que l'autre partie verse des subventions qui ont un effet distorsif sur la concurrence parce qu'elles ne respectent pas tous les principes que je viens d'évoquer, il sera tout à fait envisageable de déclencher un processus de médiation. Et point crucial dans tout ça, des mesures unilatérales de rétorsion, donc des mesures correctives, comme on dit, par exemple, imposition des droits des douanes, pourraient être envisagées et appliquées par la partie qui arrive à démontrer que les subventions qui ont été versées perturbent de manière significative la concurrence. Bien évidemment, la pertinence de toutes ces mesures unilatérales sera soumise à l'appréciation d'un tribunal arbitral qui sera mis en place. Et j'en viens maintenant très très rapidement au second sujet, celui de l'accès au marché intérieur et au problème que le Brexit suscite pour des activités réglementées, notamment celles, comme tu l'as évoqué, Elisabeth, des transports. On le sait tous, les marchés intérieurs en Europe, ils reposent sur 4 libertés, dont celle de la libre prestation de services. Ce principe, il a connu une application concrète dans les secteurs des transports, puisque les textes qui ont organisé les processus de libéralisation ont consacré un statut des transporteurs européens
l'ont soumis à certaines obligations et puis ont assorti l'octroi de ces statuts de certains droits et de certains privilèges, dont le plus important, c'est celui pour les entreprises qui sont titulaires de ces statuts de pouvoir fournir leurs services sans restriction partout sur les territoires de 27 États membres, y compris à l'intérieur des États membres. Or, le Brexit a pour conséquence directe de faire perdre aux entreprises britanniques les statuts de transporteurs européens et donc de les priver au moins d'une partie des droits qui découlent de l'attribution de ces statuts. Donc, on les voit très clairement en lisant en fait l'accord. On les voit très clairement pour ce qui est du transport aérien, pour ce qui est du transport routier, pour ce qui est du transport maritime. Pour les transports aériens, je vais vous donner un exemple. Donc, les compagnies aériennes britanniques perdent le statut de transporteur européen et elles auront tout à fait la possibilité d'atterrir dans les aéroports de l'Union européenne, mais elles ne pourront plus assurer des liaisons intra-européennes, sauf à passer des accords bilatéraux avec chacun des États membres concernés. C'est la même chose pour les transports routiers. Effectivement, les transporteurs européens et britanniques pourront traverser la frontière, mais leur possibilité, leur droit d'effectuer des opérations de transport à l'intérieur d'un État membre est fortement limité. Et c'est exactement la même chose pour les transports maritimes. Donc, en guise de conclusion, même si dans les secteurs de transport, le pire a été évité parce que je pense que les négociateurs avaient pour souci de garantir la continuité des connexions maritimes, aériennes, routières, les activités des entreprises du secteur des transports doivent s'adapter à une nouvelle activité réglementaire. Alors, peut-être juste en guise de conclusion, quel est l'impact direct sur la vie des entreprises ? Oui, alors je pense qu'il y a un impact qui est direct sur la vie et l'organisation des entreprises. Pour les secteurs des transports, comme je viens de le dire, lorsqu'on perd les statuts de transport des transporteurs européens, il faut faire en sorte de trouver d'autres moyens pour obtenir un accès total, si cela nous intéresse, au marché intérieur. Et nous, on l'a beaucoup vu dans le cadre de notre pratique. On a vu des entreprises britanniques qui ont anticipé les conséquences de tout ça et ont établi une partie de leur activité dans les autres États membres pour pouvoir justement demander, obtenir des licences nationales leur permettant d'avoir accès au marché intérieur. Et puis, je pense qu'il y a aussi un effet direct concernant les aides d'État, que vous soyez du côté du bénéficiaire d'une aide versée par l'État britannique ou du côté du concurrent qui s'estime lésé. Si vous êtes bénéficiaire, il faut bien s'assurer que les aides versées par la Grande-Bretagne respectent bien tous ces principes-là. Et aujourd'hui, c'est une période d'incertitude juridique puisque le régime n'a pas été suffisamment stabilisé. Et puis, si vous êtes concurrent, vous avez une double possibilité. Tout d'abord, de saisir les tribunaux britanniques qui sont, par le terme de l'accord lui-même, compétents pour évaluer la pertinence, le bien fondé de toutes ces aides. Et puis, même si ce n'est pas écrit, mais je pense qu'on peut légitimement imaginer que vous avez aussi la possibilité, si vous êtes une entreprise européenne et vous estimez que vos concurrents britanniques ont bénéficié des aides indûment, vous avez la possibilité de saisir la Commission européenne qui pourra bien évidemment lancer des enquêtes. Elle n'aura pas la possibilité d'engager une procédure en manquement comme elle le fait aujourd'hui, mais comme on l'a vu tout à l'heure, elle aura la possibilité, si elle estime que la violation de tous ces principes est bien fondée, de se lancer dans des procédures et des mesures unilatérales contre le Royaume-Uni. Merci beaucoup. Je pense que ça aidera toutes les entreprises à savoir dans quelle posture se tenir pour l'avenir. Merci beaucoup, Eleni. On va changer radicalement de domaine avec une séquence sur les enjeux principaux dans le domaine des sciences de la vie et de la santé avec Jean-Baptiste Thienot, avocat Cancel. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet car il y a beaucoup à dire. L'accord de commerce et de coopération donc, du 24 décembre a une annexe consacrée aux médicaments, mais en réalité, il prévoit qu'un seul système de reconnaissance mutuelle sur un seul sujet, et pour le reste, on reste un petit peu dans le flou, comme sur beaucoup de sujets que vous avez évoqués ce matin. Alors, dès lors, le secteur des médicaments et des dispositifs médicaux est profondément touché par la sortie du Royaume-Uni. Et en particulier dans la mesure où le Royaume-Uni est évidemment un pays très important pour ce qui est des produits de santé. On le voit avec la crise actuelle, c'est un pays où on fabrique des médicaments, c'est un pays où on fait de la recherche. Et par ailleurs, c'est évidemment un pays où on importe des médicaments puisqu'il y a une population importante là-bas.
C'est aussi la raison pour laquelle au Royaume-Uni, il y a beaucoup de sièges de sociétés non européennes qui s'étaient implantés pour diriger leurs opérations depuis l'Angleterre pour tout le marché européen, et c'est cette pratique qui risque d'être un petit peu mise à mal par la sortie de l'Union. Parce que, comme beaucoup d'autres secteurs où le droit a été harmonisé à l'échelle européenne, pour le droit des produits de santé, il va falloir changer de logique. On va falloir passer d'une logique où on pouvait appréhender le marché européen plus ou moins comme un seul et même marché, à une nouvelle logique selon laquelle eh bien, c'est deux marchés séparés, pour lesquels il faut obtenir des autorisations séparées, qui probablement reposeront sur des critères assez similaires, mais l'avenir le dira si ces critères ne risquent pas de s'écarter. Donc, par exemple, tant que le Royaume-Uni était dans l'Europe, si vous aviez une autorisation de mise sur le marché pour votre produit quelque part en Europe, en général, ça vous suffisait pour que le produit puisse circuler partout en Europe, y compris au Royaume-Uni. Ça, c'est fini. Maintenant, si vous lancez des essais cliniques, ou si vous lancez un nouveau produit, ou si vous montez un nouveau site de production au Royaume-Uni ou en Europe, et que votre produit est destiné des deux côtés de la Manche, eh bien, il va falloir se poser de nouvelles questions. Il va falloir à la fois dialoguer avec l'autorité anglaise et avec l'autorité européenne des médicaments, qui d'ailleurs, au passage, était localisée à Londres et a déménagé à Amsterdam. Voilà, donc pour les produits qui étaient déjà sur le marché, a priori, on ne va pas falloir tout recommencer depuis le début, mais pour les nouveaux produits, il va vraiment falloir réfléchir à la stratégie et probablement aménager un certain nombre de choses pour les entreprises du médicament et du dispositif médical. Alors, pour tracer un petit peu la vie d'un médicament, ça commence en général par la recherche. La recherche dans le médicament, ce sont les essais cliniques. Les essais cliniques doivent être autorisés par une autorité. Et là, par exemple, si vous menez des essais des deux côtés de la Manche, eh bien, il va falloir avoir 2 autorisations. Ensuite, il y a la fabrication. Chaque site de fabrication d'un médicament doit être validé par une autorité. Et bien aujourd'hui, en fait, il va falloir avoir 2 autorisations possiblement, mais j'y reviendrai parce que c'est là-dessus qu'il y a un système d'équivalence. La distribution, c'est pareil, il faut que tous les acteurs de la chaîne de distribution soient autorisés, mais surtout, c'est la question des autorisations de mise sur le marché des produits, puisque ces autorisations de mise sur le marché des produits pouvaient soit être délivrées par l'autorité européenne centrale, soit par une autorité nationale, mais il y avait le principe de reconnaissance mutuelle qui disparaît. Donc, demain, pour un nouveau produit, il faudra évidemment avoir une autorisation de mise sur le marché pour le Royaume-Uni et une autre pour les pays européens, qui est évidemment un grand changement. Enfin, dans la vie du médicament, une fois que vous avez eu l'autorisation de mise sur le marché et qu'il est donc sur le marché, il faut continuer à surveiller ce produit, car ce sont quand même des produits spécifiques. Il y a cette obligation de pharmacovigilance, c'est-à-dire surveiller les effets indésirables du produit et les remonter à l'autorité compétente. Là encore, on avait un droit harmonisé au niveau européen, et maintenant, il va probablement falloir monter des systèmes de pharmacovigilance dédiés au marché anglais, par opposition à ce qui se faisait jusqu'à présent. Alors, quelques points de vigilance. A priori, c'est surtout le lancement de nouveaux produits qui va demander une vigilance redoublée, parce que donc il va falloir aller chercher des autorisations dans chaque pays, enfin au Royaume-Uni et en Europe. En particulier, si vous n'avez pas d'établissement des deux côtés de la Manche, vous n'avez pas de filiale, il va peut-être falloir se poser la question de la création d'une filiale. Par exemple, un laboratoire britannique qui va réaliser des essais cliniques en France ou ailleurs en Europe et au Royaume-Uni, eh bien, sera obligé d'avoir un correspondant sur le territoire de l'Union. C'est le droit de l'Union qui l'impose, vous ne pouvez pas faire d'essais cliniques sans avoir de correspondant local, si on peut dire. Donc, on sait le faire, on le faisait déjà pour les laboratoires américains, de mettre en place ce type de correspondant, mais voilà, maintenant il faut le faire pour les laboratoires anglais aussi. Autre exemple, dans l'autre sens, si vous distribuez des dispositifs médicaux sur le marché anglais, vous êtes une société française par exemple, eh bien il va falloir que vous déclariez une personne responsable, si ce n'est pas encore fait, auprès de l'autorité anglaise, qui sera l'interlocuteur privilégié de l'autorité anglaise. Donc c'est vraiment un vrai bouleversement, ce ne sont que quelques exemples. Je pourrais prendre l'exemple, mais on n'a pas le temps, des médicaments orphelins, donc qui sont destinés à traiter les maladies rares, où ces entreprises vont clairement devoir
redessiner leur façon de procéder et notamment s'assurer d'avoir un établissement en Europe, et s'ils sont établis uniquement au Royaume-Uni, parce que sinon ils ne pourront pas bénéficier du régime favorable des médicaments orphelins. Donc c'est vraiment un chantier énorme pour les entreprises de ce secteur et voilà qu'il va falloir aborder point par point selon le calendrier de développement de vos produits. On peut néanmoins retenir quelques aspects positifs, quelques points sur lesquels il n'y a pas un énorme changement et où on peut se dire qu'on reste tel qu'on est. Le premier point, c'est la question de l'inspection des sites de production. Là, on a l'accord dans le protocole du 24 décembre. On prévoit que l'inspection par les autorités anglaises vaudra pour l'Europe et réciproquement. Donc ça, c'est une petite chose, mais c'est déjà quelque chose qui permet d'un petit peu alléger les formalités qui pèsent sur les entreprises. Deuxième point qui reste un petit peu comme avant, c'est l'Irlande du Nord. Le protocole prévoit que l'Irlande du Nord, juridiquement, reste dans l'Union européenne sur le plan du droit pharmaceutique. Et ça va durer pendant 4 ans, donc jusqu'à 2025. Avec l'espoir que ça se renouvelle ensuite du côté de... Ouais, 4 ans, c'est vrai que ça peut passer vite, on verra bien. Et le dernier point que je voulais souligner, parce qu'on a parlé de la recherche dans le domaine du médicament, c'est la question des brevets, puisqu'on a un brevet européen qui existe, et on pourrait se dire, mon Dieu, quel impact. En réalité, l'impact est extrêmement faible, puisque le système du brevet européen n'est pas du droit de l'Union, c'est un traité international, et d'ailleurs, il y a la Turquie, la Norvège qui y participent. Donc, pour obtenir un brevet européen et le faire respecter, a priori, le Brexit n'aura pas d'incidence majeure. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Cela étant, attention, parce qu'en dehors des brevets, il y a plusieurs systèmes de protection de l'innovation pharmaceutique, notamment les certificats complémentaires de protection et la protection réglementaire des données. Et ça, c'est du droit d'origine européenne, donc il va falloir surveiller comment ça a été transposé en droit britannique. Voilà quelques exemples de ce qu'il va falloir surveiller de près à partir de maintenant. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et alors du coup, ça va faire la liaison avec notre dernier thème pour cette séance. Dernier thème qui sera présenté par Anaïs Arnal et Maxime Henriot, tous deux avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle et de la protection des données. Et donc, sur ces deux sujets, on va peut-être commencer par toi, Anaïs. Merci d'abord de participer à cette présentation. Est-ce que cette matière est très impactée par le Brexit? Bonjour Elisabeth et bonjour à tous. Alors effectivement, le Brexit a impacté la propriété intellectuelle à plusieurs égards, mais je vais concentrer mes propos sur quelques aspects bien particuliers. Alors tout d'abord, il y a eu un impact sur la règle de l'épuisement des droits. Alors, quelle est cette règle? C'est une règle en faveur de la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'espace économique européen. Et la règle est la suivante. Lorsqu'un titulaire de droit de propriété intellectuelle sur un produit autorise la circulation du produit dans un des pays membres de l'espace économique européen, alors par la suite, il ne peut plus invoquer ses droits de propriété intellectuelle pour s'opposer à l'exportation du dit produit dans un autre pays de l'espace économique européen. On dit que les droits de propriété intellectuelle sont en fait épuisés dans l'espace économique européen. Dès lors, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et de l'espace économique européen a eu des effets sur l'application de cette règle, s'agissant des produits qui ont été mis en circulation pour la première fois au Royaume-Uni, puis qui sont exportés vers un pays de l'espace économique européen. Donc en fait, il faut distinguer deux situations. Pour les biens introduits au Royaume-Uni avec le consentement du titulaire des droits avant le 31 décembre 2020, alors les droits de propriété intellectuelle ont été épuisés et donc le produit peut être exporté librement sans avoir à demander le consentement du titulaire des droits dans l'espace économique européen. En revanche, pour les biens introduits au Royaume-Uni avec le consentement du titulaire des droits mais après le 31 décembre 2020, alors la règle de l'épuisement évidemment ne trouve plus à s'appliquer et le titulaire des droits peut donc invoquer ses droits de propriété intellectuelle pour s'opposer à une exportation dans l'espace économique européen. En fait, pour que l'exportation soit permise, il faut alors obtenir le consentement du titulaire des droits de propriété intellectuelle.
À noter en revanche une petite particularité de la législation anglaise concernant cette fois-ci la situation des biens importés au Royaume-Uni depuis un pays de l'espace économique européen. On aurait pu penser que lorsque les biens ont été mis en circulation dans un pays de l'espace économique européen après le 31 décembre 2020 et avec le consentement du titulaire des droits, que la loi anglaise prévoirait la nécessité d'obtenir pour l'importation au Royaume-Uni le consentement du titulaire des droits. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas et le Royaume-Uni continuerait de considérer que les droits ont été épuisés sur le territoire du Royaume-Uni en raison de la mise en circulation sur le territoire de l'espace économique européen. Toutefois, il faut quand même souligner que le gouvernement anglais a indiqué que cette règle était temporaire et pourrait éventuellement changer. Donc il faut être assez vigilant sur ce point. Un autre impact maintenant du Brexit concernant le sort des marques de l'Union européenne. Alors là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les marques de l'Union européenne qui ont été enregistrées auprès de l'Office européen avant le 31 décembre 2020, celles-ci vont être automatiquement clonées en marque UK. Et donc en fait, il va y avoir une coexistence avec une marque UE protégée sur le territoire de l'UE et une marque UK protégée sur le territoire du Royaume-Uni. Et les deux marques vont vivre de manière tout à fait autonome. En revanche, par exemple, pour les marques qui auraient été déposées avant le 31 décembre 2020, les marques UE qui auraient été déposées auprès de l'Office européen avant le 31 décembre 2020, mais enregistrées par l'Office après le 31 décembre 2020, alors il faudra que le titulaire fasse une démarche et aille à nouveau déposer la marque auprès de l'Office UK s'il veut une protection sur le territoire UK. Le clonage ne sera pas du tout fait. Et si je peux aborder un dernier point, un petit conseil avisé pour le public, c'est d'aller regarder les contrats de coexistence ou les contrats de licence que vous auriez conclus et qui couvriraient le territoire de l'Union européenne, puisque si la notion de territoire de l'Union européenne n'a pas été définie dans ces contrats, comme par exemple la notion de territoire de l'Union européenne englobant tous les pays membres de l'Union européenne à la date de signature du contrat, il va y avoir la question de savoir si finalement il faut considérer que le contrat couvre toujours le Royaume-Uni suite au Brexit. Et donc pour cela, en fait, ça peut être intéressant de conclure un avenant justement pour expressément indiquer que à compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est toujours couvert par l'accord. Sinon, on aurait éventuellement des questions d'interprétation à ce sujet. Merci beaucoup Anaïs. Et donc si on veut se renseigner un peu plus avant sur toutes ces règles, on fait quoi? Alors, c'est très bien parce qu'on va organiser prochainement un webinaire consacré à la propriété intellectuelle. Donc évidemment, tous les intéressés, tous les plus curieux sur la matière sont invités à se joindre à ce webinaire. On n'a pas encore la date de fixer, mais cela ne saurait tarder. D'accord, mais donc il y aura une séquence dédiée exactement, au cas pour apporter plus de réponses réponses à toutes les questions soulevées en matière de propriété intellectuelle. Donc, invitation à tous nos participants. Merci beaucoup Anaïs. Maxime, à toi revient la toute dernière séquence de cette conférence sur la protection des données. Peut-être la première interrogation, est-ce que les entreprises européennes peuvent encore transférer des données personnelles au Royaume-Uni? Bonjour à tous, merci Elisabeth pour cette introduction. Alors, les entreprises européennes peuvent-elles aujourd'hui transférer des données vers le Royaume-Uni? Eh bien, la réponse est oui pour l'instant, puisque l'accord du 24 décembre a organisé une période de transition jusqu'au 1er juillet 2021. Pendant cette période, le règlement général sur la protection des données, le RGPD, reste applicable au Royaume-Uni. Les transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni, donc pendant cette période, peuvent ainsi se faire sans restriction particulière. Une fois cette période de grâce écoulée, deux situations peuvent se dégager. Soit le Royaume-Uni obtient ce qu'on appelle une décision d'adéquation de la part de la Commission européenne, qui permettrait alors aux pays européens de transférer librement les données personnelles vers le Royaume-Uni sans restriction ni formalité particulière. Il s'agit là certainement de la meilleure situation pour le Royaume-Uni, mais si l'hypothèse d'une telle décision d'adéquation est tout à fait probable, elle prend du temps.
Il est incertain qu'une telle décision soit obtenue avant le 1er juillet 2021, puisque les délais sont relativement courts et les décisions d'adéquation sont tenues après des négociations, des ateliers entre le pays qui postule et la Commission européenne. Donc, deuxième hypothèse, en l'absence d'une décision d'adéquation, les transferts vers le Royaume-Uni devront être encadrés par des garanties appropriées conformes aux articles 44 et suivants du RGPD. Ce sont par exemple les clauses contractuelles type, les règles d'entreprise contraignantes, les BCR, qui pourront être utilisées. À noter que ces mécanismes devront également être conformes aux conditions posées par l'arrêt Schrems II de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020. Autre conséquence très importante du Brexit, c'est la fin du guichet unique pour les entreprises britanniques, et ce, à compter du 1er janvier 2021. Donc c'est déjà une conséquence directe du Brexit, c'est donc la fin du guichet unique pour les entreprises britanniques. Alors qu'est-ce que le guichet unique? C'est un mécanisme du RGPD qui permet donc aux entreprises européennes exerçant leur activité dans plusieurs pays de désigner une autorité chef de file, donc une autorité de contrôle comme la CNIL par exemple, qui joue alors le rôle d'interlocuteur unique pour toutes les obligations et les éventuelles décisions de sanctions qui s'imposeraient aux responsables de traitement. Ce qui peut être très important par exemple en cas de notification de violation de données, permet d'éviter d'avoir à notifier chaque autorité de chaque pays européen. Les entreprises britanniques qui disposent de plusieurs établissements dans l'Union européenne pourront toujours bénéficier du système de guichet unique, mais en l'absence d'établissements dans l'Union européenne, les entreprises britanniques, compte tenu de la portée extraterritoriale du RGPD, devront notamment désigner un représentant dans l'UE qui agira comme un point de contact auprès des autorités. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous sur les principales conséquences du Brexit en matière de protection des données. Peut-être, Maxime, quelles sont les sanctions en cas de manquement à ces règles et que peuvent faire les entreprises concrètement en priorité pour... Alors oui, c'est une bonne question. Alors, les sanctions, elles sont significatives, puisque les contrevenants s'exposent à des sanctions pouvant s'élever à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial, particulièrement en cas de violation des règles applicables au transfert de données. Donc, ce que je peux conseiller aux entreprises aujourd'hui, c'est d'identifier dès maintenant les éventuels transferts vers le Royaume-Uni, ce qui sera certainement le cas déjà si les entreprises ont recours à des prestataires, ont des filiales ou ont des maisons mères établies au Royaume-Uni. Il y a de fortes probabilités qu'il y ait des transferts de données vers ces tiers. Et je conseille également aux entreprises d'anticiper dès maintenant la fin de la période transitoire du 31 juillet, en l'absence probable d'une décision d'adéquation d'ici là, en mettant en œuvre des mécanismes de transfert appropriés, peut-être des clauses contractuelles type ou d'autres mécanismes de transfert. Merci beaucoup. Bon, oui, bien, je crois qu'on a fait le tour de tous les sujets que nous souhaitions vous présenter. Alors, ils étaient très variés. J'ai l'impression qu'on a couvert beaucoup de champs concernés par le Brexit, à l'exception de la pêche, il faut bien le dire. Mais bon, voilà, nous n'avions pas malheureusement la compétence pour nous emparer également de ce sujet, quoique si nous avions réfléchi, nous aurions peut-être pu le couvrir également. Alors, moi, ma conclusion personnelle à ce stade, c'est qu'on a aujourd'hui des choses qui sont fixées, mais on a aussi, me semble-t-il, aujourd'hui deux grandes raisons d'attendre des évolutions. La première, c'est que dans un certain nombre de domaines, finalement, et en dépit de la longueur des négociations, eh bien, les choses n'ont pas encore pu être parfaitement stabilisées. Ça concerne un certain nombre de domaines. Mais l'autre grande raison, me semble-t-il, de voir des évolutions dans un avenir probablement assez proche même, c'est la prise de liberté du Royaume-Uni, qui, dans un certain nombre de domaines, va pouvoir prendre des libertés. Et Boris Johnson nous l'a rappelé, Brexit is Brexit. Donc l'idée est évidemment de ne pas rester statique. Et il y a évidemment assez peu de doute que le Royaume-Uni exercera ses libertés et que les relations ne resteront pas figées, mais nous serons là pour veiller et pour vous tenir informés et répondre à l'ensemble de vos questions.
Donc, on vous souhaite tous une très bonne journée. Je voudrais évidemment remercier nos intervenants qui ont tous, me semble-t-il, été très clairs et très concis, qui nous a permis de respecter les délais. Et puis, je voudrais remercier également Lucie Landerlé, que je ne remercie jamais assez pour l'organisation, elle et son équipe, qui est toujours très bien menée. Et je vous invite évidemment, pour toutes les questions que nous n'aurions pas pu traiter, elles sont évidemment assez nombreuses, à prendre contact avec vos interlocuteurs habituels qui, comme vous l'avez compris, veillent sur ces sujets de Brexit et sont prêts, ensemble et chacun pour ce qui les concerne, à vous assister dans les démarches entreprises. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, à très bientôt.